Bonjour tout le monde. Je vais juste lancer ma présentation. Voilà, comme ça, j'oublie pas de le faire et je commence pas à parler pendant 10 minutes sans avoir ma présentation à l'écran. Voilà. Alors bonjour tout le monde. Je m'adresse à vous depuis le campus de UBC qui est sur le territoire du peuple Musqueam et je pense que c'est un rappel utile à faire puisqu'on va parler justement aujourd'hui, ce soir, de questions d'interférences culturelles, de territorialisation, déterritorialisation, de mélange de cultures et de transfert de culture. Donc, voilà. Je vais... Alors, moi, si vous ne me connaissez pas, je sais que certains d'entre vous me connaissent. Moi, je suis professeur de littérature française du Moyen-Âge à UBC. Et cette expression littérature française du Moyen-Âge, on va un peu en parler aujourd'hui. Parce que mon titre, c'est La légende du roi Arthur dans la littérature française du Moyen-Âge. Et les deux moitiés de ce titre sont compliquées et doivent être un peu définies. Et on va parler vraiment de littérature française spécifiquement et d'une période que j'ai réduite parce que sinon c'était trop large, mais principalement la période 1120-1250, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est la grande période de productivité arthurienne à l'époque médiévale. Donc c'est sans surprise. Alors, voilà. Première question, il va y avoir deux questions. Donc, le titre a deux parties, le roi Arthur et la littérature française du Moyen-Âge. Donc, la première question, c'est qui est le roi Arthur? Et je ne vais pas vous révéler ce que c'est que cette image tout de suite, mais on va en reparler dans quelques minutes. Mais c'est une représentation du roi Arthur, et je vous dirai un peu d'où elle vient dans quelques minutes. Alors, le roi Arthur, on a souvent des idées associées à ce personnage qui viennent de la culture populaire ou alors d'une connaissance qu'on a du Moyen Âge ou de la littérature médiévale. Et on a des associations autour du nom sans nécessairement avoir des idées très précises et sans arriver à peindre un portrait très exact. Et c'est normal, au Moyen Âge, c'est la même chose, en fait. Donc, rassurez-vous, c'est pas un défaut de connaissance. On peut présenter le roi Arthur comme une sorte de personnage historique, par exemple. Ça, c'est une façon de parler du roi Arthur. Euh, on a formulé l'hypothèse que le roi Arthur était un roi breton qui aurait peut-être vraiment existé. Mais qu'est-ce que ça veut dire breton au Moyen Âge? Est-ce que c'est breton au sens de la Bretagne en France, donc la Bretagne armoricaine, la péninsule de la Bretagne? Est-ce que c'est la Bretagne au sens de la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est aucun des deux? On va parler un peu de ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un roi breton? Qu'est-ce que c'est un roi exactement à cette époque? Oh, pardon. On a pu spéculer qu'Arthur aurait existé au tout début de la période médiévale, vers 500 après Jésus-Christ, donc vraiment le début de la période. Mais pourquoi cette époque? Pourquoi est-ce qu'on situe Arthur à ce moment-là, plutôt qu'à un autre? Et... Ah, la diapositive ne marche pas. Cette période, c'est la fin de l'époque romaine en Grande-Bretagne, et c'est à peu près la période du début des migrations anglo-saxonnes. Alors, je mets le mot anglo-saxonne entre guillemets parce que c'est un mot qui est très problématique, qui veut pas dire grand-chose et qui a souvent été utilisé à des fins politiques et idéologiques pas nécessairement très glorieuses, mais je vais l'utiliser par commodité dans cette présentation à certains moments, en expliquant un peu ce que je veux dire. Est-ce que le roi Arthur, c'est une figure patriotique? Patriotique entre guillemets, parce que l'idée de patriotisme au Moyen-Âge, c'est compliqué également. Une figure patriotique bretonne ou britannique, ou les deux, ou parfois même une figure patriotique anglaise, ce qui est encore plus compliqué, et je vous expliquerai pourquoi. Inversement, peut-être que le roi Arthur, c'est pas du tout un personnage historique. Peut-être que la piste historique est une illusion. Une fausse piste qui nous mène dans le mur, et que la réalité, c'est que le roi Arthur, c'est un personnage de légende. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est comme personnage de légende? D'où est-ce qu'il vient? Quelle légende? euh, On a souvent spéculé que c'était une création du folklore breton ou gallois ou celtique. Ça aussi, le mot celtique, on ne sait pas toujours très bien ce que ça veut dire. C'est tous ces peuples des îles britanniques, de l'Irlande, de la Bretagne, qui partagent des traits linguistiques et culturels communs.
Est-ce que c'est une création fondée ou non sur un personnage historique? Est-ce que c'est contradictoire de dire que Arthur est historique ou légendaire? Est-ce que les deux sont compatibles? Ou alors, autre possibilité, est-ce qu'Arthur est fondé sur des réminiscences mythologiques anciennes, sur une divinité païenne, sur voilà, des réminiscences préhistoriques, ou encore autre chose? Et qu'en fait, il y a aucune base historique. C'est purement une sorte de création mythologique, culturelle, archétypale. Et est-ce que c'est une figure autour duquel s'est construite toute une mythologie, du coup? Finalement, troisième hypothèse, et vous allez voir que c'est l'hypothèse qui m'intéresse le plus, en fait, c'est que Arthur, c'est peut-être pas un personnage historique, c'est peut-être pas vraiment un personnage légendaire, c'est peut-être fondamentalement une création littéraire, en fait. Arthur, c'est un personnage et un monde aussi qui ont été créés par des écrivains qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient, qui décidaient délibérément d'inventer des choses, de meubler un univers arthurien, de créer des personnages, de créer des histoires et de travailler sur des idées, sur des notions de manière fictionnelle, en racontant des récits. Et dans ce cas-là, Arthur, c'est peut-être un personnage de roman, fondamentalement, développé par des auteurs médiévaux. C'est peut-être même un héros de série, en réalité, autour duquel on ajoute sans cesse de nouveaux éléments, une espèce d'accumulation indéfinie. On peut toujours raconter plus d'histoires sur Arthur, de même qu'on peut toujours faire plus de films sur James Bond ou sur, j'allais dire Captain America, mais lui c'est fini. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pardon. Et peut-être qu'Arthur, c'est le centre d'un univers de fiction partagé, bâti sur plusieurs siècles et dans plusieurs langues européennes. Et je vais parler surtout du français aujourd'hui. Et il y a une raison pour laquelle il faut parler surtout du français quand on parle d'Arthur. Ce n'est pas juste parce que je suis professeur de français et que je défends mon domaine de spécialité, c'est parce que l'histoire du mythe arthurien au Moyen-Âge est intimement liée à l'histoire du français, de la langue française au Moyen-Âge. Alors, ça c'est la première série de questions. La deuxième série de questions, c'est qu'est-ce que la littérature française au Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit la littérature française au Moyen-Âge? Parce que quand on dit la littérature française au XVIIIe siècle ou la littérature française au XIXe siècle, on comprend à peu près ce qu'on veut dire. On veut parler de la littérature produite en France, en français. Voilà. Il y a aussi par ailleurs une littérature suisse, une littérature belge, une littérature québécoise, qui sont aussi des littératures d'expression française. Littérature dans les anciennes colonies, les littératures aujourd'hui francophones au sens large. Mais au Moyen-Âge, l'expression littérature française est compliquée, c'est une construction moderne qui ne veut pas forcément dire quelque chose de très clair pour la période médiévale. Donc, il faut se demander d'abord, qu'est-ce que c'est que le français médiéval? Le français médiéval, et puis on va revenir à Arthur, ne vous inquiétez pas. Le français médiéval, c'est ce qu'on appelle une langue romane. C'est-à-dire que c'est une des langues qui a évolué à partir du latin. Avec la disparition de l'Empire romain en Europe de l'Ouest, l'amenuisement de ses infrastructures, en fait, et du centralisme que Rome imposait, le latin évolue dans plusieurs anciennes régions de l'Empire pour devenir d'autres langues, les langues romanes, que ce soit le castillan, le catalan, le portugais, le français, l'occitan, le roumain en Europe de l'Est, et ainsi de suite. C'est à peu près au haut Moyen-Âge, entre 700 et l'an 1000 environ, à la louche, qu'une conscience linguistique commence à se développer autour de cette langue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une conscience qui se développe que le français, cette langue, ce n'est plus du latin, en fait. C'est autre chose. Les deux langues ne sont plus intercompréhensibles. Et de toute façon, plus personne n'apprend le latin en grandissant. C'est plus la langue maternelle de personne à ce stade. La langue maternelle, c'est cette langue romane que nous, on appelle le français. Et les locuteurs médiévaux, souvent, n'utilisent pas le mot français pour désigner cette langue, mais utilisent le nom de roman, puisque c'est une langue qui vient du romain, du latin, en fait. Donc, on trouve souvent le nom roman
utilisée en français ou en roman, si vous préférez. Et en latin, on trouve souvent l'expression lingua romana rustica, qui veut dire la langue romaine locale, la langue romaine du terroir, du peuple, si vous voulez. Les premiers textes en roman apparaissent surtout après l'an 1000, donc il faut un certain temps avant qu'on commence à écrire dans cette langue, parce que la nécessité d'écrire dans cette langue n'est pas tout de suite sentie, puisqu'on a le latin, qui est la langue de l'écriture, avant cela. Et un vrai corpus littéraire en langue romane, en français, se développe principalement à partir du XIIe siècle, donc des années 1100. Donc ça prend un certain temps. Et justement, ce moment-là, le XIIe siècle, c'est le moment où apparaissent les premiers textes arthuriens en français, justement. Donc, quand la littérature en français commence vraiment à se développer, très vite, on a des textes arthuriens. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'il y a tout un tas de phénomènes politiques et linguistiques qui sont en train de se passer à ce moment-là. Alors, maintenant qu'on a un petit peu défini très vaguement ce que c'est que le français médiéval, ou le roman médiéval, si vous préférez, qui parle français et où? Ça, c'est la deuxième question. Parce que à l'époque moderne, on peut un peu commodément dire le français, c'est la langue de la France. C'est pas vrai, on sait que c'est absolument pas vrai, et que ça a jamais vraiment été vrai, en fait. Mais disons qu'à l'époque de la première modernité, après la Renaissance, il y a une période où effectivement, on peut dire que le français équivaut à peu près au territoire de la France. Ensuite, dès que le colonialisme commence, c'est plus le cas. Et puis, il y a toujours des régions limitrophes, de toute façon, qui ne sont pas dans le territoire français où ce n'est pas le cas. Mais au Moyen-Âge, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'idée d'une équivalence entre France et français est vraiment une invention moderne qui s'applique très mal au Moyen-Âge. Donc, le français ou le roman, indifféremment, ce n'est pas une langue érudite ou une langue ecclésiastique comme le latin. Donc, ce n'est pas vraiment une langue véhiculaire très forte qui va être partagée par beaucoup de personnes différentes initialement. Donc, la plupart des gens qui parlent français le parlent parce qu'ils grandissent, parce qu'ils vivent ou parce qu'ils visitent souvent des régions francophones. Donc, j'utilise ces trois verbes, grandir, vivre ou visiter, parce que ce n'est pas purement les gens qui sont nés dans les territoires francophones qui parlent le français. Ça peut être des marchands, par exemple, ou des étudiants nomades, ou des savants qui voyagent et qui souvent vont utiliser le latin, mais s'ils ne font pas partie de la classe érudite ou de la classe éduquée, ils peuvent utiliser aussi le français. Mais ce serait une erreur de croire que ces régions-là correspondent à la France au sens moderne comme une sorte d'entité politique reconnaissable. En fait, premièrement, on ne parle pas français dans tout le territoire de ce qui est aujourd'hui la France. Bon, déjà, il y a des régions dans ce qui est aujourd'hui la France qui, pendant longtemps, ne parlent pas français, mais parce qu'elles parlent des langues germaniques comme l'Alsace ou la Flandre, ou une langue celtique comme le breton en Bretagne. Mais plus massivement, en fait, toute la partie sud de la France, de ce qu'on appelle aujourd'hui la France, parle une autre langue romane qui est l'occitan, majoritairement. Et inversement, on parle français dans plusieurs régions qui ne sont plus du tout aujourd'hui considérées comme françaises, pour différentes raisons culturelles, politiques, sociales. Alors ça, c'est une carte des parlers romans, des langues romanes en France à peu près à l'époque médiévale. Et si vous regardez cette carte, donc les zones grises, c'est des zones où on ne parle pas du tout de langue romane, comme la péninsule britannique, comme l'Alsace, comme le Pays basque ou la Corse. En Corse, on parle une langue romane, mais pas, pas français ou occitan. Et si vous regardez la carte, donc la zone bleu-violette au nord, c'est la zone où on parle le français médiéval, ce qu'on appelle la langue d'Oïl, en référence au mot oil qui veut dire oui en français médiéval. Et la zone plus jaune-verte au sud, c'est là qu'on parle la langue d'oc ou l'occitan, ou en référence au mot oc qui veut dire oui dans cette langue. Et ce sont vraiment deux langues différentes. Ce n'est pas deux dialectes de la même langue ou quoi que ce soit. L'occitan n'est pas une variante du français, l'occitan est une langue différente. Donc il y a une culture complètement différente entre le nord et le sud. Et puis la région rose autour de Lyon et de Genève, à droite au milieu, c'est encore une autre langue qui s'appelle le franco-provençal ou l'arpitan,
mais qui est une langue qui a produit moins de textes littéraires et qu'on connaît moins bien. Donc ça, c'est déjà, dans ce qu'on appelle la France aujourd'hui, on ne parle français, ou roman, si vous voulez, que dans la partie nord environ, dans des grosses sections de la partie nord. Ensuite, si on regarde une carte de l'Europe médiévale, en revanche, on voit plusieurs régions où on parle français, ou du moins où certaines catégories de la société parlent français. Donc, c'est les régions que j'ai entourées en rouge. Donc, vous avez le nord de la France, d'abord. Ça, c'est là où c'est là que vient la langue, si vous voulez. C'est là que toute la population parle le français, ou du moins un dialecte du français, une variante du français, dans toutes les strates sociales, essentiellement. Mais on parle aussi français en Angleterre, du moins certaines strates sociales parlent français, et je vais expliquer pourquoi très bientôt. On parle aussi français dans des parties de l'Italie, notamment dans le nord de l'Italie, dans les grandes villes du nord, notamment Venise, mais aussi dans le sud de l'Italie, autour de Sicile et de Naples, pour des raisons à la fois politiques et culturelles, parce qu'il y a un rayonnement de la langue française dans ces régions, notamment dans le nord de l'Italie, il y a une espèce de prestige du français, donc souvent ce sont les classes supérieures qui parlent français. Et en Sicile et à Naples, c'est parce qu'il y a, pendant une partie du Moyen-Âge, il y a un royaume normand, donc fondé par des Normands, partie de Normandie, de la région française, qui fondent un royaume dans le sud de l'Italie, qui est un royaume où l'élite dominante donc parle français. Et ensuite, la dernière région que j'ai entourée, qui équivaut aujourd'hui au Proche-Orient, donc Palestine, Israël, Syrie, Jordanie, c'est à cause des croisades et de l'instauration des royaumes latins d'Orient en Terre Sainte, où là aussi, ce sont les élites dominantes, donc les élites francophones, qui occupent le territoire, qui parlent français. Et on pourrait même mettre l'Irlande, du moins la partie est de l'Irlande, où il y a aussi une partie de la population, là aussi les élites dirigeantes qui parlent français. Donc il y a plusieurs régions dans cette sorte de francophonie médiévale, où on parle français, où on écrit en français, où on lit en français, qui ne sont pas du tout les régions auxquelles on pense quand on pense à la langue française. Mais la région la plus importante, et celle qui doit vraiment nous intéresser maintenant, c'est l'Angleterre, c'est le français outre-Manche. En 1066, le trône d'Angleterre est conquis par Guillaume, duc de Normandie. Et donc Guillaume, duc de Normandie, il est francophone, il parle la variante normande du français, donc ce qu'on appelle le dialecte normand, mais c'est de la langue d'oïl. Et quand il arrive en Angleterre, il instaure du coup une strate d'élite francophone, à la fois dans la noblesse et dans le clergé, qui va du coup s'installer dans le pays et qui s'ajoute en plus des strates dominantes anglophones, en fait. Donc il y a une espèce d'aristocratie plus haute qui vient s'installer au-dessus de tous les autres et qui parle français. Et comme il parle français, forcément, toute une partie de la population anglaise, locale, va se mettre à parler français aussi, notamment les nobles et les membres du clergé qui sont juste en dessous pour pouvoir parler, interagir avec leurs nouveaux dirigeants, mais aussi tout un tas de commerçants et de marchands qui voyagent et qui viennent à la cour, ainsi que tout un tas d'érudits et d'universitaires, y compris des personnes, même dans les classes sociales moins favorisées, qui ont un seigneur local qui est francophone. Et c'est la raison pour laquelle la langue anglaise aujourd'hui a tellement de vocabulaire qui vient du français. C'est à cause, évidemment, de cette invasion, de cette conquête normande. Surtout, cette installation d'une strate d'élite francophone, elle est vraiment renforcée le siècle après par l'accession au trône d'Henri II. Il y a un conflit dynastique, mais Henri II accède au trône en 1154, et Henri II, c'est le duc d'Anjou. Et donc, il parle français, il parle langue d'oïl, et surtout, il est marié avec Aliénor, qui est duchesse d'Aquitaine, et qui, elle, vient des régions de Languedoc. Et ce couple de Henri et d'Aliénor va renforcer encore plus cette présence culturelle continentale sous forme majoritairement francophone. Et Henri et Aliénor instaurent une cour extrêmement brillante sur le plan culturel, très puissante politiquement, mais très brillante aussi sur le plan culturel. Et dans la deuxième moitié du XIIe siècle, à partir des années 1150, la cour d'Angleterre devient paradoxalement le centre culturel du monde francophone.
Ça, c'est toujours un peu surprenant quand on y pense aujourd'hui, de penser que le cœur culturel du monde francophone, la région la plus brillante du monde francophone, c'était l'Angleterre, en réalité. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu les territoires de ce que les historiens modernes appellent l'Empire angevin d'Henri II, angevin en référence à l'Anjou. Donc les régions rouges vifs, c'est les possessions d'Henri II qu'il hérite de son père. Puis, il hérite aussi de la Normandie au nord quand il devient roi d'Angleterre, parce que tous les rois d'Angleterre sont ducs de Normandie en même temps. Il récupère le royaume d'Angleterre, évidemment, au nord de la Manche. Et avec son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, il récupère toutes les régions rose pâle du sud, en fait. Duché d'Aquitaine, comté de Poitou, comté de la Marche, Auvergne, Limoges, etc. Quant à la Bretagne, il arrive à mettre un de ses fils sur le trône de Bretagne en 1166. Donc la Bretagne entre aussi plus ou moins sous son influence culturelle. Pendant ce temps-là, le roi de France, le domaine royal du roi de France, c'est juste la partie bleu sombre autour de Paris, d'Orléans, et puis la ville de Bourges. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est la domination du roi de France, elle s'étend juste sur ce petit territoire. Et puis ensuite, il y a plusieurs territoires bleu pâle qui sont officiellement vassaux du roi de France, mais en réalité extrêmement indépendants. Le comté de Champagne, notamment, est très puissant et ne peut pas vraiment... Enfin, le roi de France n'a pas beaucoup d'influence sur le comté de Champagne. Donc, il y a cette espèce d'énorme territoire d'Henri II et d'Aliénor qui couvre toute la France de l'Ouest, tout l'arc atlantique, la Manche et puis toute l'Angleterre. Donc, c'est vraiment une sorte de petit empire en Europe de l'Ouest. Voilà, ça, c'est les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II à l'abbaye de Fontevraud en Anjou, puisqu'à leur mort, Aliénor et Henri II ont été inhumés en Anjou et pas en Angleterre, parce qu'ils étaient culturellement, surtout Henri II, était culturellement angevin. Et l'Angleterre était une partie de son territoire, mais juste une partie. Donc cette cour d'Angleterre, c'est une cour fondamentalement multiculturelle qui s'installe, surtout à partir de l'époque d'Henri et d'Aliénor. C'est une cour qui promeut les arts et la littérature. Et c'est une des premières cours médiévales qui va vraiment utiliser la littérature et les arts une des premières cours féodales, pardon, qui va utiliser les arts et la littérature comme outil diplomatique et politique, en fait, pour agrandir le prestige du roi, justement, et asseoir son pouvoir. Aliénor, spécifiquement, c'est quelqu'un qui vient du monde occitan, comme je l'ai dit. Et c'est quelqu'un qui vient du monde de la littérature et des arts occitans. Son grand-père, Guillaume de Poitiers, c'était un des tout premiers troubadours qui sont les poètes, enfin les poètes chansonniers du monde occitan. Et la culture occitane est une culture extrêmement riche à cette époque, qui a vraiment commencé à devenir très riche avant la culture en ancien français, dès le début du XIIe siècle, dès les années 1100. La culture occitane et la culture des troubadours est extrêmement riche et complexe et mouvante dans les territoires du Sud. Et donc, elle apporte dans son sillage, quand elle devient reine d'Angleterre, elle apporte dans son sillage la culture courtoise du monde d'oc. Donc, la culture courtoise, c'est la culture de cour qui est une culture délibérément sophistiquée, qui accorde énormément d'importance à la subtilité des rapports humains, énormément d'importance à l'amour spécifiquement, l'amour au sens érotique, romantique du terme. Et Aliénor joue un rôle crucial là-dedans. Aliénor, bon, je ne vais pas parler pendant des heures d'Aliénor d'Aquitaine, mais c'est un personnage passionnant qui était reine de France avant de devenir reine d'Angleterre. Mais son mariage avec le roi de France a été annulé parce qu'elle n'a eu que des filles avec lui. Et donc lui a fait annuler le mariage parce qu'elle ne lui donnait pas de fils, d'héritier mâle, mais elle a épousé le roi Henri et puis elle a eu plusieurs garçons. Donc voilà. Donc c'était tant pis pour le roi de France. Donc les élites francophones d'Angleterre promeuvent le français comme langue de culture. Et ça, c'est vraiment un phénomène anglais à cette époque. Parce qu'en France, le trône de France ne voit pas l'intérêt de promouvoir le français parce que c'est la langue du peuple, en fait. C'est une langue non noble, le français. C'est juste la langue de tout le monde, c'est la langue de la vie de tous les jours, en fait. Et la langue de prestige, c'est le latin.
sur le continent européen. Mais en Angleterre, comme il y a cette classe dominante francophone, au-dessus des classes anglophones, le français acquiert un prestige qu'il n'a pas sur le continent. Donc le latin, c'est toujours la langue de prestige, la langue du savoir, la langue de l'Église, mais le français peut jouer un rôle politique et culturel particulier en Angleterre à cause de cette élite francophone spécifique. Et les premiers auteurs francophones anglo-normands, donc anglo-normand, c'est le terme qu'on utilise pour désigner le dialecte français qu'on parle en Normandie et en Angleterre à cette époque, donc le dialecte anglo-normand. Et ces premiers auteurs anglo-normands puisent des sujets dans le folklore des îles britanniques, justement, pour créer cette nouvelle littérature, qui est vraiment une nouvelle littérature qui émerge à ce moment-là. Et ils associent ces sujets folkloriques à l'esthétique courtoise qui vient du Sud. Donc c'est aussi un grand moment de migration de l'esthétique courtoise, notamment l'esthétique de la fine amour, dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Et donc c'est cette combinaison d'influences et de cultures qui va mener à l'émergence de la littérature arthurienne. Pas seulement de la littérature arthurienne, mais la littérature arthurienne, si elle éclot à ce moment-là, c'est à cause de tout ce mélange très complexe de phénomènes. Alors on revient à Arthur. Je vais parler de justement cette émergence de la littérature arthurienne, mais qu'est-ce que c'est Arthur avant le XIIe siècle? Parce que le XIIe siècle, c'est les années 1100, mais si Arthur a existé potentiellement, hypothétiquement, vers 500 après Jésus-Christ, alors il y a quand même une grosse distance entre les deux. Il y a à peu près 6 siècles entre l'époque où Arthur aurait vécu et l'époque où on commence à écrire vraiment de la littérature arthurienne. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces siècles? Qu'est-ce que c'est que le mythe arthurien avant? Je vais expliquer dans quelques minutes ce que c'est que cette image. Donc, ce qu'on peut dire entre les années 500 et les années 1100, c'est qu'il y a sans doute une tradition locale dans les îles britanniques, surtout en Grande-Bretagne spécifiquement, une tradition locale galloise, si on veut, et orale autour d'Arthur. Le mythe d'Arthur, à la base, vraiment si on prend son noyau fondamental, le mythe d'Arthur renvoie à une période spécifique de l'histoire de la Grande-Bretagne. Et j'écris Grande-Bretagne sans trait d'union, parce que quand on écrit aujourd'hui la Grande-Bretagne moderne, en français, on met un trait d'union, mais là, j'utilise vraiment au sens médiéval de Grande-Bretagne, parce qu'il y a une grande et une petite Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est l'île, et la petite Bretagne, c'est celle sur le continent. Et spécifiquement, cette période, c'est la période autour de 500, où l'Empire romain a quitté l'île, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne est un territoire que l'Empire romain a délibérément abandonné avant la chute de l'Empire, qui s'est produit quelques décennies plus tard. Mais il y a eu un abandon délibéré de la Grande-Bretagne par Rome au début du 5e siècle, vers 400-410 après Jésus-Christ. Et donc, c'est période entre l'abandon de l'Empire romain et l'émigration anglo-saxonne qui ne sont pas encore achevées. Donc, justement, après le départ des Romains, quelques décennies après, plusieurs populations germanophones qui parlent des langues germaniques et qui se situent un peu dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le nord de l'Allemagne et le sud du Danemark, donc des populations qui se font référence, qui se nomment elles-mêmes les Saxons, les Angles, les Jutes, etc. C'est surtout ça, les Saxons, les Angles et les Jutes vont commencer à migrer vers la Grande-Bretagne. Et une migration qui est tantôt pacifique, tantôt guerrière, tantôt violente. Parce qu'on a souvent parlé des invasions anglo-saxonnes, mais c'est plus exact d'appeler ça des migrations anglo-saxonnes. Mais c'est des migrations massives. Toutes ces, je veux dire, les populations anglo-saxonnes et jutes se déplacent complètement de ces régions germaniques jusqu'aux îles britanniques, jusqu'à la Grande-Bretagne principalement. Et donc c'est ça qu'on appelle les anglo-saxons, mais qui est une expression un peu fictive parce que c'est pas un seul peuple qui s'appelle les anglo-saxons, c'est plusieurs peuples différents. Et alors, le mythe d'Arthur, originellement, à la base, c'est sans doute le mythe d'un guerrier qui a mené le peuple breton contre les Saxons, justement, contre cette migration saxonne qui est souvent ressentie comme une invasion saxonne, surtout quand elle est violente. Et donc, le mythe d'Arthur, c'est sans doute ça. C'est un mythe de résistance contre cette transformation. Par la suite, justement, les populations britonophones, donc qui parlent les langues brittoniques,
dans ces régions voient leur territoire se réduire avec l'arrivée des populations saxonnes. J'utilise saxonne au sens générique pour englober tous. Et ils voient leur territoire se réduire au Pays de Galles, dans l'extrême ouest de l'île de Grande-Bretagne. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une tradition galloise, même si, bon, gallois, c'est une création postérieure. Le mot gallois vient du mot saxon qui veut dire étranger, justement. Donc, c'est un mot qui est donné par les Saxons aux Bretons, qui deviennent identifiés comme gallois. Et donc, en partie, les populations brittophones voient leur territoire se réduire, et aussi les populations brittophones se mettent à migrer à leur tour vers la Bretagne continentale, en fait. Et c'est à ce moment-là que la Bretagne continentale développe son identité bretonne. Je crois que j'ai une carte pour ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est vers le VIe siècle. Les Bretons, en gros, se retrouvent plus poussés vers l'ouest de la Grande-Bretagne. Et puis, ce sera ultimement vers juste le Pays de Galles, principalement, et un peu la Cornouaille, mais migrent vers la péninsule armoricaine, sur le continent, puis aussi un peu le nord de la Galice, mais ça, c'est pas un peuplement qui va être très, très durable. Mais donc, c'est pour ça qu'on appelle les Bretons de Bretagne en France des Bretons, puisque la Bretagne française, c'est la petite Bretagne liée à cette grande Bretagne insulaire. Alors, pendant cette période un peu floue, cette période orale, on a quelques éléments fuyants, on a quelques indices sur le contenu de cette petite légende arthurienne qui était en train d'émerger, mais c'est vraiment des hypothèses pour l'essentiel. Donc cette tradition orale qui dure de 500 à 1130 environ, on ne sait presque rien à son sujet parce qu'elle est orale, évidemment, donc on a presque tout perdu. Les indices qu'on a, on a quelques mentions dans des textes latins, comme l'Historia Brittonum de Nennius vers 830, qui mentionne un tout petit peu Arthur, mais qui est un texte très rudimentaire lui aussi, et dans les Annales Cambriae, qui est un texte anonyme, donc ça veut dire les Annales du Pays de Galles. Historia Brittonum, c'est l'histoire des Bretons. Annales Cambriae, Annales du Pays de Galles, qui a été écrit vers 1050, quelques toutes petites mentions d'Arthur, et de Merlin aussi dans les Annales Cambriae. Et puis on a quelques textes en gallois écrits, mais qui sont très difficiles à dater. Le gros problème des textes gallois au Moyen-Âge, c'est que les manuscrits les plus anciens qu'on a sont des manuscrits de la fin du Moyen-Âge. Et donc, c'est des manuscrits du XIVe et du XVe siècle. Donc, on a des textes dedans qui sont probablement beaucoup plus anciens, mais on n'a aucune preuve matérielle. On n'a pas de manuscrits anciens de ces textes. Donc, c'est toujours un problème énorme pour les spécialistes de littérature galloise médiévale. Pas seulement galloise, il y a d'autres langues qui partagent ce problème. Mais la littérature galloise, on la date très, très, très difficilement. Avec des méthodes très, très compliquées, souvent linguistiques, etc. Mais c'est souvent des hypothèses. Alors, mais ce qu'on arrive à deviner, c'est que la figure d'Arthur, à l'origine, ce n'était pas un roi, sans doute, Arthur, c'était vraiment un chef guerrier. Nennius, dans l'Historia Brittonum, l'appelle un dux bellorum, donc un chef de guerre, un warlord en anglais. C'était un chef guerrier, sans doute, mais insensiblement, au fil de ces siècles, il est passé de chef guerrier à roi. Et c'est devenu une figure proprement royale. Ce qui est une fiction complète. Il n'y a pas de roi des Bretons à cette époque. La Grande-Bretagne n'est pas un pays unitaire, ce n'est pas un royaume unitaire en réalité. Donc l'idée qu'il y avait un roi des Bretons pour combattre les Saxons, c'est une pure fiction. Et on lui donne une épouse à cette époque, que généralement on appelle Guenièvre, mais pas toujours. Et j'utilise les noms français pour les personnages, mais en gallois, c'est Gwenwyfar. Mais c'est le nom Guenièvre, Guinevere en anglais. Et on lui donne aussi des compagnons à cette époque. Il y a quelques compagnons qui ont sans doute émergé à cette époque orale, des personnages comme Gawain, Gawain, Que ou Kay en anglais, Béduyer, Bedivere en anglais. Je ne vais pas tenter une prononciation galloise de tous les noms de ces personnages parce que je ne suis pas très bon. Mais donc on a quelques petits éléments de la légende qui commencent à se construire, mais pas beaucoup. Sans doute un autre élément, peut-être, ce serait son épée Excalibur, qui a peut-être été inventée à cette époque, mais c'est pas sûr du tout. Et sans doute on lui a inventé un ennemi mortel aussi, qui est Mordred, ou Mordred en anglais,
qui est dans la plupart des versions celui qui tue Arthur, ou Arthur et Mordred s'entretuent à la fin de son existence. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut deviner sur cette tradition orale, qui est une tradition orale sans doute initialement très localisée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des preuves qui montrent que cette tradition orale, elle n'est pas restée purement régionale pendant toute la période. Et cette circulation orale, elle est devenue internationale après un moment. Et il y a eu sans doute des conteurs, sans doute des personnes qui ont propagé la légende arthurienne dans d'autres régions. Donc voilà, à partir des années 1000-1100 environ, des indices nous montrent que la légende arthurienne commence à circuler hors du Pays de Galles et de la Bretagne. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que c'est là qu'il va y avoir un impact culturel vraiment puissant. Donc il y a deux œuvres d'art qui nous montrent ça. C'est la mosaïque de la cathédrale d'Otrante. C'est la mosaïque que j'ai montrée tout au début. Je la remontrerai à la fin, parce que là, il faudrait que je retourne en arrière dans le PowerPoint, ce serait compliqué. Mais il y a la mosaïque de la cathédrale d'Otrante et l'archivolte de la cathédrale de Modène. Et je vous montrerai l'archivolte à la fin si j'ai le temps, qui montrent tous les deux une diffusion italienne. Et ce qui est intéressant, c'est que Otrante, c'est dans le sud de l'Italie et Modène, c'est dans le nord. Donc il y a une diffusion italienne assez large. Et pour que la légende arthurienne, et ça c'est au début du XIIe siècle, tout début du XIIe siècle, pour qu'il y ait une diffusion en Italie, ça veut dire qu'il a dû y avoir une diffusion en France, sans doute dans le sud, dans les régions occitanes aussi, enfin Angleterre, France, Occitanie, Italie. Donc ça suppose toute une migration de la légende. Et on sait également que des conteurs multilingues, qui parlaient sans doute gallois, mais aussi breton, anglais et français, circulaient entre la Grande-Bretagne et le continent. Donc Pays de Galles, Angleterre, Bretagne, France, etc. Enfin, Royaume de France, région francophone. Et on a des références, des mentions à ces conteurs. Et ils diffusaient leurs histoires dans les cours seigneuriales. Sans doute, ils allaient de cour en cour pour raconter des histoires du roi Arthur et de ses chevaliers. Donc ça se produisait à ce moment-là, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur le contenu. Voilà. Donc ça, c'est la période orale, de diffusion principalement orale de la matière arthurienne. Mais tout va changer autour de 1130 dans ce domaine anglo-normand en Angleterre, et principalement à cause d'une personne. Donc généralement, quand on est historien, on n'aime pas dire qu'il y a des choses qui se produisent à cause d'une personne. On n'aime pas cette vision de l'histoire qu'on considère souvent comme naïve. Mais dans le cas de la légende arthurienne, c'est difficile de minimiser le rôle de cet individu qui est Geoffroy de Monmouth, ou Geoffrey of Monmouth, mais c'était Geoffroy, il était francophone sans doute. Et donc Geoffroy de Monmouth, c'est de bien des manières, c'est la personne sans qui la littérature arthurienne ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue. Et je l'appelle ici un faussaire de génie, parce qu'il a essentiellement écrit une tromperie, en fait, un texte malhonnête, mais qui a servi à populariser la figure d'Arthur auprès des cours et auprès des populations éduquées. Donc il a écrit un livre qui allait changer complètement la face de la matière arthurienne. Donc Geoffroy de Monmouth, c'est un clerc anglo-normand qui vient de Monmouth, qui est dans la région proche, limitrophe du Pays de Galles et de l'Angleterre. Donc c'est un clerc, ça veut dire que c'est une personne qui a reçu une instruction religieuse et intellectuelle. Et quand on reçoit une instruction religieuse et intellectuelle au Moyen-Âge, ça veut dire qu'on apprend à lire et à écrire en latin. Et donc c'est quelqu'un qui écrit en latin, Geoffroy. Même s'il parlait sans doute le français, peut-être l'anglais, le gallois aussi, c'était sans doute quelqu'un de plurilingue. Et quelque part entre 1123 et 1138, on n'est plus très sûr de la date, on était sûr avant, maintenant on ne l'est plus, il écrit une histoire des rois de Grande-Bretagne, qui s'intitule Historia Regum Britanniae, Histoire des rois de Bretagne, et il l'écrit en latin. Donc c'est présenté comme un texte sérieux, un texte érudit, un texte historique. Et il accorde une part considérable au roi Arthur dans sa chronique.
Et quand je dis considérable, c'est à peu près un tiers du texte qui est consacré à Arthur, donc beaucoup plus que pour tous les autres rois de Grande-Bretagne. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui rend Geoffroy sympathique aussi, c'est que l'essentiel de ce qu'il écrit est totalement inventé. Et non seulement c'est totalement inventé, donc il invente tout un règne pour Arthur, qui était sans doute pas un vrai roi, et qui était certainement pas un vrai roi, parce qu'il n'y avait pas de roi de Grande-Bretagne à l'époque, mais c'était peut-être même pas un personnage réel. Donc il invente tout un règne pour Arthur, et ce qu'il invente ne semble pas venir du folklore oral préexistant. C'est ça qui est intéressant, c'est que oui, Geoffroy prend des choses du folklore, et il les présente comme des choses, des faits historiques, mais aussi il introduit sans doute tout un tas d'inventions, en fait, qui viennent juste de lui et de sa tête. C'est ça qui est le plus fascinant avec Geoffroy, c'est qu'il y a vraiment une espèce d'élucubration, une espèce de fantasme autour d'Arthur qui se construit. Et donc son Arthur est le roi le plus puissant d'Europe, élevé au trône avec l'aide de l'enchanteur Merlin. Donc on sait que le personnage de Merlin existait dans la tradition orale, mais Geoffroy lui donne un rôle extrêmement important. Excusez-moi. Et c'est un guerrier victorieux qui défait les Saxons, donc il y a toujours ce motif de la guerre contre les Saxons, mais il défait même les Romains, et il est plus fort que l'empereur de Rome, tellement il est puissant. Mais Arthur, donc il a une cour prestigieuse en Grande-Bretagne, mais il est trahi par son neveu Mordred. Donc le personnage de Mordred est identifié comme son neveu par Geoffroy, et par sa femme Guenièvre. Chez Geoffroy, Guenièvre trahit Arthur et devient amoureuse de Mordred. Et donc il y a une guerre contre Mordred, Arthur meurt, et le trône de Bretagne périclite sous l'invasion saxonne peu d'années après. Donc le royaume d'Arthur est vraiment présenté comme une sorte d'âge d'or, en fait. Un âge d'or de la Grande-Bretagne avant l'installation de la domination anglo-saxonne, et une sorte d'âge d'or qui se définit surtout de manière militaire chez Geoffroy, et qui se termine pour ne plus jamais revenir. Et Geoffroy mentionne même le mythe des Gallois, qui croit que, le mythe des Bretons hein, en général, qui croit qu'Arthur reviendra un jour, qu'il n'est pas vraiment mort et qu'il reviendra pour sauver son peuple, mais il jette énormément de doutes sur ce mythe. Donc il a un peu une posture d'intellectuel, un peu une posture d'historien critique en disant oui, ça c'est pas vrai, c'est du folklore, mais en même temps il invente complètement des sections entières de cette histoire. Et le livre de Geoffroy, cet Historia Regum Britanniae, devient un best-seller médiéval. C'est un livre incroyablement populaire. Euh, alors, comment est-ce qu'on mesure un best-seller au Moyen-Âge? C'est compliqué. Ce n'est pas un livre qui est copié en millions d'exemplaires, hein. Mais on regarde combien de manuscrits on a préservés aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Historia de Geoffroy, elle est encore préservée dans plus de 200 manuscrits. Et ça, c'est beaucoup de manuscrits. Parce que les manuscrits médiévaux se perdent très facilement, ils se dégradent, ils se détruisent, ils sont brûlés, ils sont inondés, etc., au fil des siècles. Et certains spécialistes pensent qu'on a conservé peut-être 10% de tous les manuscrits médiévaux, ou moins ou plus, on ne sait pas très bien, mais 200 manuscrits, c'est un gros chiffre. Donc un best-seller. Et dès le début, certains lecteurs médiévaux émettent des doutes sur sa véracité. Ils ne sont pas sûrs que ce soit vrai, cette histoire de Geoffroy, mais la plupart sont convaincus. Et la figure d'Arthur devient une partie officielle de l'histoire royale de la Grande-Bretagne, en fait. Le texte de Geoffroy devient incontournable, et on voit beaucoup de chroniqueurs après Geoffroy qui prennent tous les éléments de Geoffroy et qui les insèrent dans leur propre texte, en fait, et qui l'acceptent comme, qui le prennent pour argent comptant. Surtout, c'est ça le plus important pour nous, la publication de l'Historia déclenche un colossal engouement arthurien qui va durer jusqu'à la fin du Moyen Âge, dans plusieurs langues européennes. C'est vraiment le déclencheur de cette mode. Et cet engouement coïncide avec l'émergence d'une littérature en français, justement, d'abord en domaine anglo-normand, puis sur le continent. Et donc, la première grande vague de textes arthuriens qui va être écrite après Geoffroy, ça va être des textes en français. Ça ne va pas être des textes en anglais, parce que l'anglais n'est pas une langue de littérature vraiment à cette époque. C'est une langue de classe dominée.
en Angleterre. Donc, il y a quelques textes en anglais qui s'écrivent à cette époque, mais ils ne sont pas très nombreux, en fait. Il faut attendre un peu plus tard, plutôt au XIVe, XVe siècle, pour que l'anglais devienne vraiment une langue productrice de littérature, à nouveau, parce qu'elle l'était avant l'invasion normande, mais ça, c'est différent. Et donc, c'est vraiment le français qui va devenir le moteur de la diffusion de cette légende. Oh, pardon. Voilà. Et voilà, donc c'est littéralement ce que je viens de dire. C'est donc d'abord en français que s'élabore une littérature arthurienne. Alors, cette littérature, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est fondamentalement expérimentale. C'est des auteurs qui testent, qui essayent des choses, parce qu'ils sont en train d'inventer des formes. Il n'y a pas de littérature de langue française vraiment constituée à cette époque-là. Donc, ils sont en train d'essayer différentes solutions, différents formats, différents types de textes. Et cette activité expérimentale, elle se passe des deux côtés de la Manche. Il y a plusieurs auteurs à la cour d'Henri et d'Aliénor qui se plongent dans la matière arthurienne et qui se lancent à la suite de Geoffroy. Tout d'abord, le premier texte arthurien en français, c'est une traduction de Geoffroy, tout simplement, traduction-adaptation. L'Historia de Geoffroy est traduite en français vers 1155, donc juste quelques décennies plus tard, par un certain Wass ou Wass, ou Robert Wass ou Gass, on ne sait pas très bien quel est son nom. C'était un clerc anglo-normand comme Geoffroy, mais qui écrit en français. Il écrit en vers d'ailleurs, donc il fait un long poème narratif. Et Wass introduit le concept de la table ronde. C'est le premier auteur qui mentionne la table ronde. Donc on ne sait pas du tout si ça venait des légendes locales, du folklore, mais Geoffroy ne mentionne jamais la table ronde dans son texte, par exemple. Et est-ce que c'est une invention de Wass? On ne sait pas. On ne sait pas du tout qui a inventé la table ronde. Donc c'est la table autour de laquelle tous les chevaliers d'Arthur s'assoient. Vous connaissez sans doute le mythe de la table ronde, c'est que les tables médiévales sont des longues tables rectangulaires, hein, toutes droites comme ça. Et donc il y a une tête de table dans les tables médiévales et il y a un pied de table. Et c'est plus prestigieux d'être à la tête de la table qu'au pied de la table. Et tous les chevaliers veulent être à la tête de table à côté d'Arthur, parce que c'est Arthur qui est à la tête de la table. Et donc la solution qui est inventée par Merlin, c'est de construire une grande table ronde autour de laquelle tout le monde est égal, en fait. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Tout le monde est parfaitement égal entre les chevaliers de la table ronde et le roi Arthur. Ça, c'est introduit chez Wass. Marie de France, sur qui j'ai fait un club de lecture il y a quelque temps, que vous pouvez trouver sur YouTube de l'Alliance française. Marie de France inclut un conte arthurien dans ses laits vers 1160. Elle écrit plusieurs contes qui explorent les questions d'amour, de l'amour courtois. Et le lait de Lanval est un lait qui se passe à la cour d'Arthur, et Lanval est un chevalier du roi Arthur. Et plusieurs auteurs anglo-normands écrivent aussi sur Tristan et Iseux, qui sont des personnages para-arthuriens, qui sont un peu dans la galaxie arthurienne sans être tout à fait dedans. Et surtout, on sait qu'il y a une grande popularité de la matière arthurienne à la cour d'Henri parce qu'il y a des projets politiques, des projets de propagande politique qui utilisent Arthur. Henri II et son fils Richard Cœur de Lion promeuvent très fortement des événements arthuriens, en fait. En 1191, il y a notamment la découverte des tombes d'Arthur et de Guenièvre à Glastonbury, à l'abbaye de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Donc l'abbaye de Glastonbury venait de subir un incendie, donc c'était sans doute un événement promotionnel pour attirer des touristes à l'abbaye, hein, concrètement. Mais il y a toute une mise en scène de la découverte des tombes d'Arthur et de Guenièvre à ce moment-là, qui est un grand moment de propagande royale aussi. Et la même année, Richard Cœur de Lion, qui est roi d'Angleterre à ce moment-là, offre l'épée Excalibur au roi Tancrède de Sicile. Donc il offre une épée à son allié Tancrède alors qu'il part à la croisade, en lui disant que c'est Excalibur, que c'est l'épée d'Arthur. Donc il y a une espèce de légitimation de ces rois d'Angleterre par l'image d'Arthur. Ils se présentent comme les héritiers d'Arthur. Donc il y a vraiment une espèce de stratégie politique très forte autour d'Arthur. Mais le succès vraiment de la matière arthurienne, d'un point de vue littéraire, elle va se vérifier de l'autre côté de la Manche, à la cour de Champagne, donc sur le continent, dans les régions francophones continentales. Mais il y a un lien très fort entre la cour de Champagne et la cour d'Angleterre, c'est que la comtesse Marie de Champagne, c'est la fille d'Aliénor d'Aquitaine. C'est une des filles d'Aliénor et du roi de France, Louis VII. Donc les filles qu'elle a eues avant de devenir reine d'Angleterre.
Et Marie de Champagne, c'est une des aristocrates les plus puissantes du continent, mariée au comte de Champagne, comte Thibaut de Champagne. Marie promeut la culture courtoise comme sa mère. La cour de Champagne devient un grand centre de culture courtoise et un grand centre littéraire et artistique. Et c'est à la cour de Marie qu'écrit le premier romancier arthurien, Chrétien de Troyes. Donc, Chrétien de Troyes, si vous savez 2 ou 3 choses sur la littérature médiévale de langue française, vous avez entendu parler de Chrétien de Troyes, qui est un peu le grand classique. C'est un peu le Geoffrey Chaucer de la littérature médiévale française, hein, ou le Dante de la littérature médiévale française. C'est surtout le premier auteur de romans arthuriens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roman? Alors, vous allez me dire, c'est facile, monsieur, un roman, on en voit partout, dans les librairies, dans les bibliothèques, tout le monde sait ce que c'est, on en lit tous les jours. Et oui, vous avez raison. Le roman, c'est le roman moderne, mais il y a aussi un phénomène qui est le roman médiéval, qui est connecté au roman moderne de manière plus ou moins directe. Et vous vous souvenez que j'ai déjà utilisé le mot roman dans cette conférence, mais dans un sens linguistique. J'ai dit que le français se désignait souvent comme roman. Et il y a une connexion entre ce mot, le mot de la langue romane, et le mot du genre romanesque. C'est un mot très commun aujourd'hui, évidemment, le mot roman, et on sait ce que c'est, hein, c'est un type de texte littéraire, mais il a des sens multiples au Moyen-Âge. Le roman au Moyen-Âge, c'est d'abord une langue. C'est le français, la langue d'Oïl, comme j'ai dit. C'est le sens originel du mot roman dans la langue médiévale. Mais au XIIe siècle, pardon, j'ai changé de police, je ne sais pas pourquoi, mais au XIIe siècle, roman désigne aussi un texte écrit en roman, donc écrit en français. Donc, quand un auteur du XIIe siècle dit « je vais écrire un roman », ça peut vouloir dire « je vais juste écrire un texte en français », par contraste avec écrire un texte en latin. Ou ça peut désigner un texte qui a été mis en roman, comme on dit, c'est-à-dire traduit en français, adapté en français depuis le latin. Par exemple, quand Vasse traduit l'Historia de Geoffroy en français, il le met en roman. Donc il y a tout un tas de textes qui se désignent comme des romans pour des raisons essentiellement linguistiques. Puis, petit à petit, le mot roman commence à désigner un certain type de texte. Parmi tous ces textes écrits en français, ça va se resserrer pour désigner une certaine catégorie de textes écrits en français. Mais le sens du mot roman, en français moderne encore, ça vient de ce sens-là qui veut dire texte écrit en français. Et spécifiquement, ça va désigner des récits longs, comme les romans modernes, en fait, même type de longueur, qui parlent surtout d'aventure et d'amour à l'époque médiévale. Donc ça, c'est la différence avec le roman moderne, c'est qu'il y a un type de sujet spécifique. Et au XIIe siècle, spécifiquement, les romans sont écrits en vers, donc en couplets d'octosyllabes. Je vais vous montrer un exemple dans un instant. Et les romans médiévaux ont des sujets multiples en fonction des modes. Il y a des sujets gréco-romains, il y a des adaptations de l'histoire de la guerre de Troie, de la vie d'Alexandre le Grand, etc. Des sujets arthuriens, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais des sujets comiques aussi, comme le roman de Renard, qui raconte les aventures comiques et satiriques d'un personnage animal qui trompe le monde. Et ainsi de suite. Il y a des romans d'amour, il y a des romans tristes, des romans gays, des romans urbains, des romans plus chevaleresques, et ainsi de suite. Alors, Chrétien de Troyes, cet auteur de romans, ce romancier, on peut l'appeler comme ça, c'est une sorte d'auteur nomade, en fait. Il est connecté à la cour de Champagne, mais en fait, il bouge beaucoup dans sa carrière, ce qui est assez typique des auteurs de son époque. Alors, on sait presque rien sur lui. Ça, c'est le premier problème. Donc, ça va être vite ce que je vais dire. On sait qu'il se nommait Chrétien de Troyes. Et Troyes, c'est une des villes les plus importantes de Champagne, donc il a cet ancrage champenois. Mais est-ce qu'il est né en Champagne? On ne sait pas. Il commence peut-être sa carrière à la cour d'Angleterre. C'est possible. Ça pourrait expliquer pourquoi il prend des sujets arthuriens. Mais au milieu de sa carrière, on est certain qu'il est à la cour de Champagne, spécifiquement sous le mécénat de Marie. Puis il passe à la cour de Philippe de Flandre, qui est plus au nord de la France. Ça ne fait pas partie de la France, mais c'est au nord aujourd'hui de la France. Et typiquement pour le XIIe siècle, c'est quelqu'un qui a une production qui dépend de ses protecteurs aristocratiques. Donc il écrit à la commande. Il écrit des œuvres qu'on lui demande d'écrire principalement.
Et il a une spécialisation arthurienne, mais ses commanditaires vont lui dire « Je veux que tu racontes l'histoire de l'amour entre Lancelot et Guenièvre, par exemple, ou je veux que tu racontes l'histoire du Graal. » Et il a sans doute aussi écrit quelques poèmes amoureux et des adaptations des Métamorphoses d'Ovide, donc un texte latin canonique à cette époque. Je vais vous montrer un extrait de Chrétien de Troyes, mais à la fin, quand j'aurai fini cette petite présentation. Donc, il a écrit plusieurs romans arthuriens, et la grande originalité de Chrétien de Troyes, qui va vraiment faire naître la littérature arthurienne, c'est de mettre en fait la figure d'Arthur au second plan. Les romans de Chrétien de Troyes n'ont jamais Arthur pour héros. Au contraire, il focalise ses romans sur les aventures de ses chevaliers de la table ronde. C'est ça l'innovation de Chrétien de Troyes, c'est de choisir d'utiliser les chevaliers comme protagonistes de ces aventures. Et c'est un choix qui a une influence énorme sur le genre du roman arthurien, puisque les imitateurs de Chrétien de Troyes vont continuer cette technique. Donc, il écrit 5 romans entre 1160 et 1190, Érec et Énide, qui raconte l'histoire d'un chevalier qui se marie avec une femme qui est tellement extraordinaire qu'il oublie ses devoirs de chevalier, il veut juste passer tout son temps avec elle. Donc c'est le dilemme d'Érec qui doit choisir entre l'amour et le devoir et qui réagit de manière très, très négative quand il apprend qu'on parle mal de lui et ça devient ensuite l'histoire de la réconciliation entre Érec et Énide, surtout par l'interférence d'Énide elle-même. Cligès, qui est une histoire générationnelle entre Constantinople et la Grande-Bretagne, qui est une histoire très complexe avec 2 générations de chevaliers. Le Chevalier de la Charrette, qui est la première histoire de Lancelot, chevalier amoureux de la reine Guenièvre, donc la femme d'Arthur, et qui développe une liaison secrète avec la reine Guenièvre, et dont l'amour de Guenièvre lui donne sa vaillance chevaleresque en réalité. Donc il y a un lien très étroit entre exploit chevaleresque et force amoureuse. Le Chevalier au Lion, qui est l'histoire d'Yvain, qui est un chevalier, c'est le contraire d'Érec. Yvain, c'est quelqu'un qui se marie, mais ensuite il néglige sa femme. Et donc sa femme lui dit, il part au tournoi et sa femme lui dit, tu ne peux plus revenir au château, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé. Et donc il doit racheter l'amour de sa femme en faisant des exploits chevaleresques et en se redécouvrant en tant que chevalier. Et puis le Conte du Graal, qui est peut-être le roman le plus célèbre de Chrétien de Troyes, qui est l'aventure de Perceval, qui est en recherche d'un objet mystérieux qui s'appelle le Graal, et qui semble un objet au pouvoir mystique, très indéterminé, mais qui est un roman dont on ne connaît pas la fin, donc on ne connaît pas la résolution du Conte du Graal, puisque Chrétien de Troyes n'a jamais fini de l'écrire, peut-être parce qu'il est décédé avant de l'avoir terminé. Donc, Chrétien de Troyes développe une vision de l'aventure arthurienne qui est extrêmement riche et extrêmement puissante et qui influence énormément les générations subséquentes. Il y a une focalisation chez Chrétien sur l'alliance et les conflits entre l'amour et les devoirs chevaleresques. Il a une fascination pour ça. Est-ce que l'amour rend meilleur chevalier? Est-ce que l'amour distrait du devoir et de l'honneur? Comment est-ce qu'on peut être un bon amant et un bon chevalier à la fois? Ça, c'est vraiment une problématique courtoise, cette fascination sur l'amour et la façon dont l'amour rend meilleur ou au contraire crée un péril. Il y a une exploration très complexe de la fine amour, qui est ce concept occitan, ce concept venu des troubadours qui est l'amour courtois, et qui est, chez les troubadours notamment, la fine amour est généralement réalisée sous la forme d'amour illicite, c'est l'amour adultère qui est célébré, l'amour secret, l'amour contrarié, l'amour empêché. C'est jamais l'amour entre 2 personnes mariées, parce que ça, le mariage, c'est la facilité, c'est la mort du désir. Et donc, l'exemple typique, c'est Lancelot et Guenièvre, chez Chrétien de Troyes, donc la femme du roi Arthur et le chevalier qui aime la femme la plus impossible au monde, c'est la femme de son roi. Donc, c'est la femme la plus interdite au monde. Mais Chrétien de Troyes, et ça c'est une innovation de Chrétien de Troyes, s'intéresse aussi à l'amour dans le mariage. C'est à la différence des troubadours, Chrétien de Troyes dit l'amour dans le mariage est possible et peut être célébré. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'équilibre fragile dans l'amour dans le mariage. Comment est-ce qu'on équilibre les devoirs envers sa femme avec les devoirs envers son seigneur, en fait? Comment est-ce que je peux être un bon mari aimant, mais aussi un bon chevalier qui sert la table ronde? Il y a une tonalité humoristique et distanciée chez Chrétien de Troyes,
qui donne beaucoup d'ambiguïté et de texture à ses romans. Et les romans de Chrétien de Troyes sont marqués au sceau de la merveille. C'est-à-dire que les chevaliers de Chrétien de Troyes parcourent un monde rempli de mystères, de prodiges et de terreurs. Il y a des choix d'écriture qui sont volontairement non réalistes, volontairement symbolistes, qui créent de la profondeur symbolique, mais qui n'essayent pas d'être spécifiquement réalistes. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à la causalité stricte, par exemple. Ils s'intéressent beaucoup au hasard, aux coïncidences, aux choses qui arrivent pour des raisons incompréhensibles, aux aventures inexplicables, aux mystères incompréhensibles. Surtout, et je pense que c'est le cœur des romans de Chrétien de Troyes, les héros de Chrétien, donc Chrétien, c'est Chrétien de Troyes, hein, bien sûr, les héros de Chrétien sont dans un processus de découverte de soi. C'est vraiment ce qui intéresse Chrétien de Troyes fondamentalement, c'est cette exploration de soi. C'est que c'est les chevaliers qui découvrent quelque chose sur eux-mêmes et qui se transforment pendant leur aventure et qui deviennent des meilleures personnes. Dans chaque aventure de Chrétien de Troyes, on les voit vaincre une adversité extérieure, mais aussi une adversité interne. Et c'est des romans de transformation. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire dans la littérature médiévale à ce moment-là. Quelques inventions de Chrétien de Troyes. Peut-être que Chrétien de Troyes a inventé le personnage de Lancelot. On n'est pas sûr. Là, il y a des doutes parce qu'il y a un roman allemand, le Lancelot allemand, qui semble indiquer que peut-être que non. Ce qui semble sûr, c'est qu'il a inventé la liaison secrète entre Lancelot et la reine Guenièvre. En tout cas, c'est le premier qui en parle et il y a des chances qu'il ait inventé ce sujet-là. Il semble avoir inventé le Graal, qui est encore très faiblement défini dans le conte du Graal, qui est resté inachevé. En tout cas, c'est lui qui introduit le motif du Graal dans la littérature arthurienne. Et ces deux éléments deviennent des piliers, donc l'amour de Lancelot et de Guenièvre et le Graal, pardon, deviennent des piliers de la littérature arthurienne subséquente. Alors, il y a un débat critique qui existe, que je ne vais pas résumer parce qu'il est très long et pas très productif, mais qui demande si Chrétien de Troyes a inventé ces motifs ou s'ils viennent d'une tradition invisible, une tradition orale antérieure ou une tradition perdue simplement, dont on a perdu les manuscrits. Mais c'est sans doute plus économique à la fois, parce que c'est toujours pénible quand il faut inventer des versions perdues qu'on a plus. C'est plus économique et c'est aussi plus intéressant de considérer que Chrétien de Troyes innove ici et qu'il invente ces éléments. On sait que les auteurs arthuriens inventent des choses. On le voit. Geoffroy de Monmouth invente des choses, Chrétien de Troyes invente des choses, etc. Et il n'y a pas une espèce de légende fixe qu'il faudrait reproduire. Au contraire, il y a une grande plasticité, il y a une grande liberté d'improvisation dans ces textes. Pour finir, je vais parler juste un petit peu de ce qui se passe après Chrétien de Troyes. Et je vous remercie pour votre patience pendant cette longue conférence. Mais qu'est-ce qui se passe après Chrétien de Troyes dans cette matière arthurienne en langue française? C'est une période d'expérience et de convergence, en fait, où les choses se consolident, mais on teste encore des nouvelles choses. Donc tout d'abord, il y a beaucoup d'épigones de Chrétien de Troyes, beaucoup d'imitateurs. Il y a une véritable école du roman arthurien en vers qui naît à la suite de Chrétien. Chrétien de Troyes, c'est quelqu'un qui écrit en vers, il écrit en octosyllabes, comme je vais vous le montrer. C'est des romans qui s'écrivent jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Donc pendant un siècle après Chrétien de Troyes, on continue d'écrire des romans à la mode de Chrétien de Troyes, vraiment dans le même moule. Généralement, voilà, sur le même modèle que les 5 romans de Chrétien. Ça va être les aventures d'un chevalier spécifique qui est différent souvent dans chaque roman, qui mêle amour et chevalerie. Toujours cette alliance de l'amour et des exploits chevaleresques. C'est des romans en vers, en octosyllabes, comme Chrétien, pour un public de cour, comme Chrétien, écrits pour différentes cours du nord de la France, généralement. Et c'est des romans qui sont souvent anonymes, pas toujours, et qui sont parfois même humoristiques ou parodiques. Donc, reprenant un peu cet humour de Chrétien de Troyes, mais parfois même en allant plus loin et en se moquant un peu des personnages. Il y a une espèce un côté un peu joueur, un peu ludique dans ces romans. Surtout, il y a une grande prospérité du thème du Graal, parce qu'évidemment, Chrétien de Troyes n'a pas fini son roman du Graal, son conte du Graal. Donc, c'est celui qui fascine le plus ses successeurs. Donc voilà, sans doute à cause de son inachèvement, mais aussi à cause de la puissance de son motif narratif central, qui est la quête du Graal. On ne sait pas ce que c'est que le Graal chez Chrétien de Troyes, on sait juste que c'est une sorte de plat
un peu magique, avec des pouvoirs magiques, mais il y a un mystère et il y a une espèce de fascination pour cette quête par Perceval. Et donc, plusieurs auteurs essayent de continuer et de terminer le Conte du Graal de Chrétien de Troyes. En fait, on compte 4 continuations du Conte du Graal écrites entre 1190 et 1240. Et c'est des continuations qui ne sont pas concurrentes, elles ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires, parce qu'il y a un premier continuateur qui écrit une très longue continuation, mais il n'arrive pas à la finir. Et donc, il y a un deuxième continuateur qui continue après lui, mais qui n'arrive pas à finir non plus. Et donc, il y a un troisième continuateur, finalement, qui écrit une troisième continuation et qui finit l'histoire. Et ensuite, il y a un quatrième qui vient et qui écrit une continuation insérée entre la deuxième et la troisième. Donc ça crée un texte énorme, absolument gigantesque, et qui finit l'histoire de Perceval, mais très très tardivement. Alors ce qui est intéressant, c'est que plus on avance dans le temps, plus les continuations du Conte du Graal christianisent le Graal, et en font une espèce d'objet chrétien, un objet religieux chrétien. Chez Chrétien, le Graal, c'est juste un Graal. C'est le mot médiéval Graal, qui est un mot banal de la langue française à cette époque, et qui désigne une sorte de large plat creux. Ce n'est pas une coupe ou rien, c'est une sorte de plat comme dans lequel on mangerait du poisson, typiquement, mais qui a des pouvoirs mystérieux. Mais à la suite de Chrétien de Troyes, surtout au tournant du XIIIe siècle, vers 1200, on observe vraiment une volonté de transformer le Graal en une relique de la passion du Christ. Et ça devient la coupe dans laquelle a été recueilli le sang du Christ sur la croix. Et dans certaines versions, c'est la coupe dans laquelle le Christ boit pendant la scène, pendant son dernier repas avec ses disciples. Donc ça devient vraiment un objet religieux extrêmement canonique, en quelque sorte. Et c'est là qu'on voit apparaître l'expression Saint Graal, justement. Finalement, l'autre grosse transformation qui se produit après Chrétien de Troyes, ça va Fanny, j'ai encore un petit peu de temps. Je t'entends pas du tout. Oui, ok, d'accord. Bon, donc l'autre grosse transformation qu'on observe, c'est l'introduction de la prose en littérature arthurienne. Donc le passage du vers à la prose, à cette époque aussi, autour de 1200. Autour de 1200, l'industrie du livre devient de plus en plus importante au Moyen Âge, notamment dans les milieux universitaires comme Paris et dans les milieux commerçants comme Arras, dans les villes bourgeoises de Picardie. Et donc, on peut produire plus de livres et des livres plus gros. Et la littérature commence à se déplacer des cours seigneuriales vers les villes, en fait. Donc, il y a une grosse transformation du milieu littéraire, en fait. Les auteurs diffèrent, les publics diffèrent. Et les auteurs de langue française commencent à écrire en prose à cette époque. Ils abandonnent pas le vers, on continue à écrire des romans en vers, mais ils commencent en même temps, en parallèle, à écrire des romans en prose. Et le genre du roman arthurien est vraiment pionnier dans cette exploration de la prose française. Et à bien des égards, donc ces romans médiévaux en prose sont les premiers romans modernes. Si vous les lisez aujourd'hui, ils sont écrits en ancien français, mais c'est des romans, oui, c'est des textes narratifs longs, écrits en prose, fictifs, avec les aventures d'un héros, de plusieurs héros. C'est des romans au sens moderne du terme. Maintenant qu'on n'est plus en vers, c'était la seule différence entre le roman médiéval et le roman moderne. Donc fonctionnellement, c'est des romans modernes. Et c'est des romans encyclopédiques qui représentent une vraie rupture avec Chrétien de Troyes, tout en reprenant son héritage, notamment ses sujets. La prose permet d'écrire des textes beaucoup plus longs, parce qu'écrire des textes longs en vers, c'est difficile, hein, parce qu'il faut tout faire rimer, il faut que tous les vers fassent la même longueur, c'est fatigant. La prose, on a beaucoup plus de marge. Et au Moyen-Âge, la prose, du moins en latin, elle est associée à la littérature scientifique, théologique, historique, donc c'est les domaines du savoir. Et donc, les romanciers arthuriens en prose écrivent des ensembles romanesques très ambitieux qui se présentent comme des sortes de grandes chroniques fictionnelles du monde arthurien. Et la prose leur permet de donner une espèce d'aspect de sérieux, une espèce d'aspect presque universitaire, presque érudit à leur texte. Parce que pour un lecteur médiéval, la prose, ça fait sérieux, en fait. Avec une espèce de grande perspective historique, géopolitique, spirituelle, où ils mélangent religion, amour, politique, guerre, etc. Donc le grand cycle, je ne vais pas en parler très longuement, mais le grand cycle arthurien en prose, le plus célèbre, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui le cycle Vulgate, parce que c'est le plus répandu, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Vulgate. Et lui, il fait plusieurs milliers de pages et il couvre toute l'histoire du royaume d'Arthur et du Graal. C'est vraiment la grande version canonique de la légende arthurienne à l'époque médiévale pendant très longtemps, écrit vers 1200-1220.
Donc il y a 5 romans. D'abord, c'est l'Histoire del Saint Graal qui raconte les origines du Graal lors de la crucifixion, puis son transfert en Grande-Bretagne. L'Histoire de Merlin, c'est la vie de Merlin, la naissance et la jeunesse d'Arthur. Chaque roman fait 800 pages de cela. Le Lancelot en prose fait genre 2000 pages, il est gigantesque. C'est un roman choral avec beaucoup de personnages, mais centré autour de Lancelot et de son amour pour Guenièvre, donc ce sujet qui vient de Chrétien de Troyes. Puis La Quête del Saint Graal, beaucoup plus courte, 250 pages. C'est les aventures de Galahad, qui est le fils de Lancelot et qui remplace Perceval comme héros du Graal. Donc le cycle Vulgate invente le personnage de Galahad pour en faire le héros du Graal. Donc ça, c'est encore un cas où les auteurs arthuriens inventent quelque chose délibérément. Et puis La mort, le roi Arthur, c'est le dernier roman où on découvre l'adultère de Lancelot et de Guenièvre. Il y a la trahison de Mordred et la chute de la table ronde et du royaume d'Arthur. Donc fin tragique de l'histoire arthurienne. C'est un cycle énorme qui fait des milliers et des milliers de pages, à peu près 4000 pages dans les éditions modernes, mais c'est absolument passionnant. C'est un texte extraordinaire. C'est un cycle préservé dans plus de 150 manuscrits, donc gros succès de librairie, recopié sans cesse jusqu'à la fin du Moyen-Âge, puis imprimé de nombreuses fois pendant la Renaissance, adapté et traduit dans plusieurs autres langues, espagnol, italien, gallois, anglais, néerlandais et même hébreu, au Moyen-Âge, hein, tout ça à l'époque médiévale. En anglais, c'est l'inspiration principale la grande chronique arthurienne de Thomas Malory, le Morte d'Arthur, en 1485, à la toute fin du Moyen-Âge. Et c'est un texte qui mêle les thématiques amoureuses et courtoises, puisqu'il y a l'amour de Lancelot et de Guenièvre, avec des thématiques plus religieuses et théologiques comme le Graal. Et qui explore des notions incluant le libre arbitre, l'individu contre la collectivité, la recherche d'un idéal de société et toujours l'examen de soi, qui continue à fasciner les auteurs arthuriens. Voilà. Je ne vais pas parler beaucoup plus longuement parce que j'avais une dernière diapositive finale sur qu'est-ce qui se passe après, sur les traductions dans d'autres langues. Mais en gros, après cette époque des cycles, vers 1250, et surtout après 1300, quand les romans en vers commencent à s'arrêter, il y a vraiment un ralentissement de la production arthurienne en français, et ça cesse d'être vraiment un sujet central de la littérature française, mais c'est repris par plein d'autres langues européennes, depuis le Portugal jusqu'à la Biélorussie, jusqu'à l'Islande, jusqu'à l'Italie, etc., dans toutes les directions. C'est un succès énorme dans toute l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest, l'Europe latine, si on veut, pas tellement dans l'Europe grecque à l'Est. Et donc, il y a une fascination pour la légende arthurienne parce qu'elle permet de poser tellement de questions, en fait. Elle permet de réfléchir sur le système féodal, sur qu'est-ce que c'est qu'un bon roi, qu'est-ce que c'est que des bons vassaux, des bons chevaliers. Elle permet de réfléchir sur l'amour, qui est le sujet central de la courtoisie, sur comment aimer, comment être avec l'autre, en fait, et comment s'épanouir dans l'amour et aider l'autre à s'épanouir et devenir des meilleures personnes à travers l'amour. Et c'est une littérature qui permet de réfléchir sur l'accomplissement de soi et sur la quête de soi, en fait. Toute quête chevaleresque, c'est une quête de soi. C'est des chevaliers qui cherchent leur propre sens. Et ça, c'est vraiment très révolutionnaire dans la littérature arthurienne. Alors, je voulais vous montrer deux choses maintenant. Je vais repartager mon écran. Juste deux textes. Mais surtout un texte qui est... ça, c'est voilà, c'est le prologue du Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes. Qui est donc un des romans de Chrétien de Troyes les plus célèbres, qui est sur l'amour de Lancelot et de Guenièvre. Et c'est juste pour vous montrer à quoi ressemblait le texte en ancien français, donc en vers, en octosyllabes. Et je vais vous le lire en ancien français juste un peu, et puis vous lire le français moderne, parce que vous allez voir la posture de Chrétien de Troyes, qui écrit vraiment pour la comtesse de Champagne, et qui écrit sous la commande de la comtesse de Champagne. C'est elle qui lui donne le sujet. Donc je vous lis juste l'ancien français au début pour que vous voyez à quoi ça ressemblait, ces textes en vers, en octosyllabes, en ancien français. Donc c'est la page de gauche, bien sûr. Puisque madame de Champagne vieut que romance à faire empragne, je l'emprendrai moult volontiers, comme t'il qui est suin sans tierce, des quand qu'il peut le monde de faire, sans rien de losange aventraire. Mais steus sans poist entremettre, qu'il y vossiste losange mettre. Si deist et gel tesmoignas, que t'est la dame qui passe toutes celles qui sont vivantes, si qu'on li fons passe les ventes, qui vantent en mai ou en avril.
Donc voilà, ça c'est un petit peu de reconstitution d'anciens français du XIIe siècle. Donc il y a une musicalité très nette avec les rimes, les couplets rimés, et on sent le rythme très séducteur, comme ça, hypnotique un peu de l'octosyllabe. Donc ce que dit Chrétien de Troyes, c'est puisque Madame de Champagne, donc Marie de Champagne, désire que j'entreprenne un roman, donc il dit roman en ancien français, hein, viaut que romans à faire en pragne, je le ferai de bon cœur, en homme qui lui est entièrement dévoué, en tout ce qu'il peut faire en ce monde, et cela sans recourir à la moindre flatterie. Puis là, il va commencer à la flatter. Pourtant, tel autre qui voudrait la flatter commencerait peut-être par là, en disant « Et je ne pourrais que l'approuver ». Quelle est la dame qui surpasse en qualité toutes celles qui, vivant aujourd'hui de la même manière que la brise qui souffle en avril ou en mai, surpasse par sa douceur et son charme tous les autres vents? Par ma foi, je ne suis pas un flatteur qui veut couvrir sa dame de louanges. Dirais-je, comme le pur diamant éclipse les perles et les sardoines, la comtesse éclipse les reines? Non, certes, je ne le dirai pas, et bien malgré moi, car c'est pourtant la pure vérité. Je me bornerai simplement à affirmer que dans cette entreprise, son commandement a plus d'effet que la réflexion ou les efforts que j'y apporte. Chrétien va donc commencer son récit sur le chevalier de la charrette. La comtesse lui en donne la matière et l'esprit, et lui se charge de la mise en œuvre sans y apporter rien de plus que son travail et son application. Et sur le champ, il commence sa narration. Donc il présente presque Marie de Champagne comme l'autrice du roman, en fait, puisqu'il dit en ancien français qu'elle apporte matière, c'est le vers 26, matière et san lui donne. Donc elle lui donne la matière et le sens, donc le sujet et le sens, en fait. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est juste sa peine et son intention. Lui, il travaille, lui, il est laborieux, c'est l'ouvrier qui écrit, mais en fait, c'est elle qui a fait tous les efforts. Merci Corinne pour le commentaire. L'autre texte que je vais vous montrer, c'est juste puisque j'ai parlé des romans en prose, laissez-moi le retrouver, voilà. C'est un extrait du roman en prose La mort, le roi Arthur, qui raconte la mort d'Arthur, justement, qui est le dernier roman en prose du cycle Vulgate. Et là, comme vous voyez, vous avez un texte en prose, en paragraphe, comme un roman moderne, en fait. Et où est-ce que je pourrais commencer? Donc, c'est la scène de la mort d'Arthur. Euh, donc, Arthur demande à Girflet, son chevalier, de jeter Excalibur. Arthur est en train de mourir. Après la bataille contre Mordred, il demande à son chevalier Girflet, qui est le seul chevalier à ses côtés, de jeter Excalibur dans le lac à côté. Parce que plus personne n'a le droit d'avoir Excalibur après lui, plus personne n'est digne d'avoir Excalibur, sauf Lancelot, mais Lancelot est loin et Lancelot a trahi, donc c'est pas possible. Et donc je commence au guillemet de la ligne 1, 2, 3, 4, au guillemet de la ligne 6. Donc c'est Arthur qui parle à Girflet. Il dit Girflet. Donc c'est 13e siècle dont la prononciation est un peu différente, on ne prononce pas les consonnes finales, etc. Vous allez peut-être voir des légères différences. Girflet, fortune qui m'a esté mère jusque-ci, et or m'est devenue marâtre, me fait user le remenant de ma vie en douleur et en courroux et en tristesse. Et l'or dit à Girflet qu'il méisse les freins et les selles, et s'il s'y fait. L'Iroué monte et chevauche vers la mer tant qu'il y est à heure de midi. S'y descend à la rive et descend l'épée d'entour lui et la trait d'Elfuer. Et quand il l'eau escardé grande pièce, s'y dit Ah, Excalibur, bonne épée et riche, la meilleure de ces siècles, forcelle à ces stranges ranges, où perdras-tu ton maître? Où retrouveras-tu homme où tu sois si bien employé comme en moi? Si tu ne viens, mince Lancelot. Et Lancelot, les plus prudents del monde et les mieux chevaliers, pléust or à Jésus-Christ que vous la tenissiez et je le séusse. Certainement en serait plus à aise à tous jours, mais... Et donc, traduction en français moderne. Non, c'est la page d'avant, pardon. Girflet, donc c'est à partir de la deuxième réplique. Girflet, fortune a toujours été une mère pour moi, mais elle est depuis peu devenue une marâtre. Elle me force à terminer mes jours dans la douleur, l'affliction et la tristesse. Il dit à Girflet de remettre les morts et les selles sur les montures. Son compagnon obtempéra. Le roi monta à cheval et chemina jusqu'à la côte, qu'il atteignit à l'heure de midi. Il mit pied à terre sur le rivage et détacha son épée avant de la tirer de son fourreau.
Après l'avoir longtemps contemplée, il déclara: Ah, Excalibur, excellente et puissante épée, la meilleure au monde, hormis l'épée aux étranges attaches. Ça, c'est l'épée de Galahad. Tu vas à présent perdre ton maître. Où retrouverais-tu un possesseur qui t'emploierait aussi bien que moi, à moins de tomber entre les mains de Lancelot? Et Lancelot, l'homme le plus noble et le meilleur chevalier au monde, plût à Jésus-Christ que vous la possédiez et que je le sache. Oui, mon âme en serait à tout jamais rassérénée. Voilà. Pour finir, ça c'est juste une image. Ça c'est un manuscrit de Chrétien de Troyes. C'est le tout début du Chevalier de la Charrette, que vous voyez ici avec l'initiale P qui commence la phrase Puisque Madame de Champagne vio coromant à faire empragne. Et donc le personnage féminin qu'on voit dans le P, c'est Marie de Champagne. C'est la comtesse de Champagne qui est représentée ici dans ce manuscrit. Donc ça, c'est un manuscrit très célèbre qui recueille tous les romans de Chrétien de Troyes, les uns à la suite des autres. Et donc, vous voyez un peu une image de manuscrit médiéval. Donc, c'est un grand manuscrit en 3 colonnes, très large, très facile à lire pour un public médiéval. Et les textes en vers sont très souvent mis en page comme ça, avec l'initiale de chaque vers qui est détachée légèrement du reste du vers. Il y a un petit blanc, comme vous voyez. On a l'initiale suivie du vers. Et donc, c'est typique de l'écriture en vers à cette époque. C'est un marqueur visuel de versification. Alors que si vous regardez un manuscrit comme celui-ci, qui est un manuscrit du cycle Vulgate, là, vous avez juste de la prose en bloc, en 2 colonnes, puisque c'est les grandes pages, mais c'est juste du bloc manuscrit, j'allais dire typographique, mais c'est pas c'est pas de la typographie, hein. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler tout seul, Fanny. Donc, je serais très heureux d'entendre vos questions si vous en avez. Il y a énormément de choses dont je n'ai pas pu parler ou couvrir. Donc, s'il y a des éléments dont vous voulez absolument m'entendre parler ou des questions brûlantes que vous avez, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant. Je suis toujours très heureux de parler du roi Arthur. C'est mon sujet de littérature médiévale préféré. Merci, Jennifer. Merci, Alex. Fanny, on ne t'entend pas, je crois. Est-ce que je suis le seul à ne pas entendre Fanny? Parce que c'est peut-être mon ordinateur qui fait n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut dire si on entend Fanny ou pas? Ah, Ah, d'accord. personne ne m'entend. Ah, ça Ah, y est, on t'entend. c'est revenu. Ok, bon. De toute façon, c'était pas du tout aussi intéressant ce que j'allais dire. Je voulais juste préciser que si vous voulez poser vos questions directement dans le chat, n'hésitez pas si vous vous sentez pas assez à l'aise pour le faire à l'oral. Oui, bien sûr. Je me demande combien d'entre vous ont déjà lu des textes dont a parlé Patrick aujourd'hui, qui s'est lancé dans les milliers de pages de. On peut commencer par Chrétien de Troyes, c'est Mm. plus comestible pour un lecteur moderne. Chrétien de Troyes, c'est 7000 vers, un roman de Chrétien de Troyes, Ouais. 200 pages, ça se lit bien. Je vois une question. Quelles étaient les critiques des lecteurs médiévaux à la légende du roi Arthur? Ah, bonne question. Ça, c'est vraiment une bonne question parce que, ouais, donc il y avait une énorme popularité, énorme diffusion, mais il y avait des critiques, effectivement. Donc, comme je disais, quand Geoffroy de Monmouth écrit son histoire des rois de Bretagne, il y a des gens à l'époque tout de suite qui disent non, mais c'est pipeau, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens historique. Mais ils sont pas très nombreux, ils sont minoritaires à se rendre compte qu'ils racontent n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des critiques qu'on voit chez des membres du monde religieux et qui considèrent que la littérature arthurienne, la légende arthurienne, c'est une espèce de divertissement qui détourne des choses sérieuses, en fait. Et donc, il y a une anecdote très drôle chez un clerc germanique qui s'appelait Césaire de Heisterbach, qui raconte plusieurs anecdotes morales en latin. Et il raconte une histoire dans une abbaye. Donc, il y a les moines qui sont en train d'écouter le sermon de l'abbé. Et lui, il est en train de faire son sermon. Et puis, comme c'est un petit peu ennuyeux, hein, parce que c'est sur des sujets religieux, les moines sont en train de s'endormir. Et il le voit. Et donc, il décide de les surprendre. Et il commence à dire
Il était une fois un roi de Bretagne qui s'appelait Arthur. Et tous les moines se réveillent en disant « Ah, le roi Arthur !» Et là, du coup, il les tense, il les critique vertement en disant quand je vous parle de sujets religieux sérieux, vous dormez, mais dès que je parle d'un roi complètement inventé, tout le monde se réveille, vous devriez être plus sérieux que ça, vous êtes des moines. » Donc c'est intéressant parce que ça montre la désapprobation du monde religieux, clérical, mais ça montre aussi à quel point le mythe arthurien pénètre même dans ces milieux-là, en fait, qui sont des milieux religieux très sérieux, clôturés, et ainsi de suite. Mais il y a un discours à l'époque, au cœur du succès, vraiment vers 1200, il y a un discours chez certains auteurs qui tend à traiter la littérature arthurienne comme superficielle, en fait, comme une espèce de divertissement un peu creux. C'est souvent les mots qui sont utilisés. Jean Bodel, qui est un poète de la région d'Arras, dit que les contes de Bretagne sont vains et plaisants, comme il dit. Donc creux et agréable, mais creux. C'est une espèce c'est du divertissement un peu popcorn, en gros. J'ai vu une question de Corinne qui demande où est Excalibur maintenant, en Sicile. On ne sait pas, en fait. On a perdu cette épée. On sait que Richard a fait ce geste d'offrir Excalibur à Tancrède. Bon, ce n'était pas Excalibur, hein, évidemment. C'était une épée présentée comme telle. Mais on n'a jamais retrouvé cette épée. Elle a été perdue. Donc, ouais. On n'a plus cet objet qui prétendait être Excalibur, en gros. Fanny, je ne sais pas comment tu veux qu'on procède. Je vois qu'il y a une main levée de Lise. Oui, il y a Lise, je pense, qui a posé une question avant, et ensuite Alex dans le chat. Je reviendrai au chat. Merci. Cette littérature, à mon avis, il a l'air de fanfiction. Oui, vous avez raison. Les mécanismes de production de la littérature arthurienne ressemblent beaucoup aux espèces d'univers partagés qu'on voit aujourd'hui, en fait. Tout à fait. Où il y a, et la fanfiction, c'est un bon exemple avec l'amplification, l'innovation, l'introduction de nouveaux personnages. On voit des mécanismes très similaires et aussi dans toutes les constructions un peu cycliques, sérielles qu'on voit aujourd'hui, comme les films Star Wars, comme le Marvel Cinematic Universe, tout ça. Structurellement, c'est très similaire, absolument. Merci. J'ai tout à fait raison. Alors, Alex, est-ce qu'il y a une résistance au changement de plus en plus religieux par rapport au Graal? Ah, bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Le XIIIe siècle, c'est un siècle très religieux. Tout le Moyen-Âge est très religieux, mais c'est compliqué parce que nous, on a une vision de la religion. Pour nous, la religion, c'est quelque chose qui relève de la sphère de l'intime, en fait. C'est la croyance intime, la religion. Donc, on croit quelque chose et donc on appartient à une religion à cause de ça. Mais c'est quelque chose qui fait partie de la sphère privée et intime, principalement. Alors qu'au Moyen-Âge, la religion, c'est juste un ensemble de certitudes qui forment la société, en fait. On croit que Dieu existe, comme aujourd'hui, on croit que la Terre tourne autour du Soleil, en fait. Ça fait juste partie de l'ensemble des connaissances, entre guillemets. Et donc c'est compliqué de dire que le Moyen-Âge est religieux, parce que d'un autre côté, il n'est pas religieux du tout. Enfin, mais il y a une présence du christianisme qui, évidemment, est juste omniprésente et, dans tous les aspects de la société, à part pour quelques minorités religieuses comme les Juifs, comme les hérétiques, etc. Les hérétiques sont souvent chrétiens quand même. Et du coup, mais au XIIIe siècle spécifiquement, il y a une espèce d'accentuation de la religiosité et juste de la ferveur religieuse, où ça devient beaucoup plus central. C'est le siècle des grands théologiens comme Thomas d'Aquin, c'est le grand siècle du développement des universités qui sont à l'origine, les universités sont avant tout des pôles de diffusion de théologie en fait, et de construction de la pensée théologique. C'est le siècle de Saint-Louis, par exemple, le roi de France Louis IX, Saint-Louis, qui est extrêmement religieux. C'est le siècle où il y a le plus de croisades aussi. Les croisades ont commencé avant, mais au XIIe siècle, il y a très peu de croisades, en fait. Il y en a 2. Alors qu'au XIIIe, il y en a plein, tout le temps. Et donc, cette christianisation du Graal, elle accompagne un mouvement sociétal qui est en train de se produire et qui est un peu un mouvement de durcissement, de dogmatisme de notre point de vue moderne. Et ça rend les textes aussi plus dogmatiques. Hein. Le roman de la quête du Saint Graal dans le cycle Vulgate, c'est un roman
très pénible à lire pour un lecteur moderne parce que c'est vraiment du catéchisme, en fait. Les chevaliers vivent des aventures, et puis c'est toujours des aventures très allégoriques, très symboliques, et après ils rencontrent un moine, un ermite, qui leur dit « Ah, je vais t'expliquer l'aventure que tu viens de vivre. Alors, ce monstre-là, c'était un symbole du démon, et cette créature-là, c'était un ange, et toi, tu as été tenté, et tout. » Et puis, une espèce d'explication très lourde, mais c'est ce qui plaisait au public à l'époque. Donc, est-ce qu'il y a une résistance à ça? Pas vraiment, en fait. En réalité, pas tant que ça. Cette espèce d'engouement pour la christianisation du Graal, ça devient vraiment le canon, en fait. Ça devient extrêmement canonique. Et on le voit même à des époques postérieures, comme Thomas Malory, à la toute fin du Moyen-Âge. Malory, c'est quelqu'un qui est plus vraiment dans cette optique très religieuse. C'est plutôt quelqu'un de patriotique qui veut construire Arthur comme une espèce de roi patriote. Et il le transforme un peu en roi anglais d'ailleurs, ce qui est complètement paradoxal parce que les Anglais, c'est les Anglo-Saxons, donc c'est les ennemis d'Arthur. Mais donc Thomas Malory veut faire d'Arthur un roi, le roi d'une nation, et cette nation, c'est la Grande-Bretagne ou l'Angleterre. Donc les sujets religieux, ça l'intéresse pas trop, mais il montre quand même le Graal comme une relique religieuse. Mais il montre la quête du Graal comme quelque chose d'un peu problématique, parce que la quête du Graal, chez Malory, elle détourne les chevaliers de la défense du royaume et de la table ronde. Donc c'est un peu quelque chose d'un peu problématique, la quête du Graal chez Malory. Donc c'est dans ce sens-là que je dirais qu'il y a une résistance. C'est pas tellement un refus de l'interprétation religieuse, elle devient dominante complètement, mais il y a plutôt une espèce de réticence envers l'idée d'en faire quelque chose de central. Mais on le voit très tard chez Malory, comme je disais. Et puis, il y a des textes qui juste refusent de parler du Graal aussi. Il y a beaucoup de textes qui préfèrent garder juste les thématiques courtoises avec des chevaliers qui tombent amoureux de demoiselles et qui doivent prouver leur amour, ou alors des romans qui sont purement des romans entre hommes, où les chevaliers développent une camaraderie masculine, etc. Mais il n'est pas du tout question du Graal ou rien. Donc je dirais qu'il y a une stratégie, c'est d'éviter le Graal, de juste ne pas en parler. Et puis, vers la fin, le traiter comme quelque chose de peut-être un peu dangereux, un peu marginal. Mais c'est ça que je dirais. Ouais. Puis, je vois la question de Wendy qui recevait les redevances pour les romans pendant et après cette époque. Donc, qui gagnait de l'argent, en fait, qui gagnait sa vie grâce à ces textes. La réponse, c'est compliqué parce qu'évidemment, il n'y a pas de droit d'auteur au Moyen-Âge. La notion de copyright, de propriété intellectuelle, elle n'existe pas. Et donc, pour être un auteur, pour vivre de sa plume, il fallait avoir un protecteur. Chrétien de Troyes, c'est l'exemple typique. Il est à la cour de Champagne, puis ensuite à la cour de Flandre. Et donc, il vit à la cour, sans doute, il est attaché à la cour. Et en échange, il écrit des romans. Et il y a beaucoup d'auteurs comme ça. Mais ensuite, il n'y a aucune propriété intellectuelle, donc des copistes peuvent copier ces textes pendant des décennies après, faire des manuscrits, les vendre, etc. Oui, Alex, non, pas de lapin vicieux, non, pas avant Monty Python. Et donc l'idée, c'est d'avoir un protecteur. Parce que les gens qui se font de l'argent avec la vente des livres, c'est les fabricants des livres. C'est ceux qu'on appelle les libraires. Au Moyen-Âge, un libraire, ce n'est pas juste quelqu'un qui tient une librairie, c'est quelqu'un qui fabrique des livres. Et donc, quand vous êtes un fabricant de livres, vous êtes un artisan. Vous avez une équipe de gens qui fabriquent des livres avec vous. Vous avez des relieurs qui font des couvertures, vous avez des enlumineurs qui font des illustrations, des copistes qui écrivent, des fabricants d'encre, etc. Des parcheminiers qui fabriquent les pages en parchemin. Et donc, vous avez toute une entreprise et les livres, vous les vendez pour votre entreprise. Et l'argent va vers vous. Et souvent, vous allez faire vous aussi des commandes. Vous allez avoir des riches collectionneurs qui disent « je veux un exemplaire complet de tout le cycle Vulgate ». Et donc, vous faites, ça prend très longtemps à faire, ça coûte extrêmement cher. Le prix d'un manuscrit de luxe, c'est le prix d'une voiture de collection aujourd'hui. C'est aussi cher, on a calculé en équivalent, un ouvrier qui fabrique un manuscrit de luxe, ça lui coûterait 1 année de salaire pour pouvoir se payer un de ces manuscrits. Donc, c'est comme acheter une Ferrari aujourd'hui ou une Lamborghini. Pour les manuscrits les plus luxueux, les plus illustrés. Et aujourd'hui, qui gagne de l'argent sur ces textes? C'est les éditeurs encore, parce que les auteurs sont tous morts depuis très longtemps.
les éditeurs et parfois les traducteurs, éditeurs, mais ça c'est rare. Moi, j'ai traduit La mort, le roi Arthur très récemment, en 2021, mais je ne me fais pas d'argent sur la traduction. J'ai eu un petit contrat pour faire la traduction, mais je ne deviens pas riche avec ce livre. Wendy, est-ce qu'il y a une copie originale quelque part? Non, et c'est le gros problème de la littérature médiévale, c'est qu'on a presque toujours perdu les copies originales. Vers la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, donc après la période de littérature arthurienne française, on va commencer à voir quelques copies originales d'auteurs, ce qu'on appelle des copies autographes, parce qu'il y a des auteurs qui contrôlent la production des manuscrits et qui donc vérifient le texte et vérifient qu'il est exact, et parfois le copient eux-mêmes. Parce que, comme Christine de Pisan, qui est une autrice très importante à Paris au début du XVe siècle, elle a un entraînement de copiste. Elle est professionnelle du livre, et donc elle est capable d'écrire elle-même, de produire des beaux manuscrits de ses textes. Et ça, c'est des auteurs qui veulent contrôler l'exactitude de leurs textes. Mais ça arrive très tard, et on a conservé quelques-uns de ces manuscrits. Mais pour la période dont je parle, 12e, 13e siècle, on a tout perdu malheureusement. Et très souvent, les manuscrits les plus anciens sont quelques décennies après la production du texte. Et c'est le gros problème, hein, c'est que les textes médiévaux, on a beaucoup de manuscrits, ou parfois très peu, et on doit recomposer un peu le texte tel qu'il pouvait exister réellement, en utilisant un peu tous ces manuscrits différents. Corinne, oui, The Buried Giant de Kazuo Ishiguro, c'est un très bon roman qui s'inspire beaucoup de la légende arthurienne, mais surtout dans les versions anglaises, notamment Gawain and the Green Giant, qui est un roman magnifique. Rosanna, pouvez-vous commenter sur l'influence de la légende d'Arthur sur le théâtre des Pupi Siciliani? Quand a-t-il commencé? Non, je ne peux pas, parce que je ne connais absolument pas le sujet. Je sais de quoi vous parlez, hein, mais j'en ai aucune idée. Il y a une influence arthurienne en Italie pendant assez longtemps. Un auteur comme Dante est un grand lecteur de romans arthuriens, par exemple. Et ensuite, des auteurs de la Renaissance italienne connaissent très bien aussi la littérature arthurienne. Et donc, il y a une présence d'Arthur, même dans le folklore italien. Par exemple, il y a des versions du mythe arthurien qui situent la fée Morgane, donc c'est la demi-sœur d'Arthur qui a des pouvoirs magiques. Et dans certaines régions italiennes, on dit que Morgane vit sous l'Etna, sous le volcan Etna en Sicile, ce qui est intéressant. Donc il y a une présence culturelle très profonde d'Arthur en Italie, mais je ne saurais pas vous dire spécifiquement quand ça commence à influencer les Pupi Siciliani. Corinne, j'ai envie de lire les autres romans de Chrétien de Troyes. Est-ce qu'il y a une édition préférée? Moi, j'ai des éditions préférées quand je donne à mes étudiants, mais c'est vraiment parce qu'on fait une étude vraiment très technique, universitaire. Je dirais que les meilleures éditions, en général, c'est des éditions bilingues, donc ancien français, français moderne. Parce que c'est des éditions qui permettent de regarder l'ancien français. Et ça, c'est vraiment super, parce que c'est le vrai texte. La traduction en français moderne, c'est juste une traduction qui fait des choix, etc. Mais même si vous ne comprenez pas l'ancien français, vous pouvez quand même aller regarder le texte. Et si on comprend le français moderne, on peut un peu comprendre l'ancien français par transparence. Et le fait d'avoir les deux, ça aide un peu à comprendre, et c'est une expérience esthétique de lire en ancien français, ou de feuilleter même l'ancien français. Donc moi, je recommande une édition bilingue. Il y a GF Flammarion qui fait des éditions bilingues dans la collection GF, et puis la collection Lettres gothiques au livre de poche fait beaucoup d'éditions bilingues aussi en lettres gothiques. Donc moi, c'est ce que je donne à mes étudiants généralement, c'est la collection Lettres gothiques. Oui, Corinne, ouais, les Laits de Marie de France en bilingue, c'est vraiment agréable. Ouais.
Ça fait juste, on est un peu exposé à la texture comme ça du texte, quoi. C'est agréable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si je vous ai assommé de données arthuriennes. Il y a beaucoup à digérer. Je voulais vous remontrer les œuvres d'art, là. Où est-ce qu'elle est ma présentation? Voilà. Je vais juste revenir là. Voilà. Alors ça, c'est la mosaïque de la cathédrale d'Otrante, qui date de la première moitié du XIIe siècle, pardon. Donc c'est une mosaïque qui a été faite même avant Geoffroy de Monmouth, en fait. Donc c'est très mystérieux parce qu'on ne sait pas à quoi ça fait référence exactement, mais le personnage monté sur une sorte de chèvre ou de cheval à cornes, c'est Arthur, parce que c'est écrit à côté, en latin, il y a écrit Rex Arturus. Donc c'est bien Arthur, mais puis il a une couronne, et dans sa main, il a une sorte de bâton ou de sceptre ou de massue, on ne sait pas. Et donc il y a beaucoup de choses sur cette mosaïque, hein. Il y a plein d'autres personnages, mais là, il y a Arthur, et il y a une sorte de chat qui est devant lui, un chat avec des poings, une sorte de léopard. Et ça, on pense que c'est peut-être lié à Arthur parce qu'il y a une légende très ancienne de la bataille entre Arthur et le Chapalu, qui est une sorte de créature monstrueuse qu'on situe souvent en Suisse, au bord du lac de Lausanne, qui est le lac Léman, en fait. Donc il y a une espèce de légende bizarre de Arthur qui aurait affronté un chat géant, et on la voit apparaître dans certains textes parfois. Donc ça pourrait être Arthur contre le Chapalu, mais bon, on n'en sait rien. Mais c'est Arthur, en tout cas. Une représentation très, très ancienne d'Arthur. Et l'autre représentation, c'est celle-ci, qui vient de donc l'archivolte de la cathédrale de Modène. Et ça, alors on ne le voit pas très très bien dans l'image. Est-ce que je ne peux pas l'agrandir? Ah si, je peux l'agrandir. Donc ça, c'est une représentation de la même époque, mais qui représente visiblement l'enlèvement de Guenièvre et sa libération par Arthur et par ses amis. Et ça ressemble beaucoup à l'histoire du chevalier de la Charrette avec Lancelot, sauf que Lancelot n'est pas là parmi les personnages. Mais on voit, il y a un château au milieu, et il y a une femme à gauche dans le château, mais qui ne s'appelle pas Guenièvre, elle s'appelle Winloguet, ce qui est un nom bizarre, qui ne ressemble pas à Guenièvre. Et il y a un personnage à droite qui est peut-être son kidnappeur, qui s'appelle Mardoc. Et puis, il y a plusieurs chevaliers qui sont en train d'attaquer le château à gauche et à droite. Mais si on regarde les noms, on voit le premier nom à gauche, c'est Isdernus, donc ce serait le personnage de Idier, qui est un personnage médiéval de la légende arthurienne. Puis après, il y a écrit Artus de Bretagne, donc Arthur de Bretagne, donc le roi Arthur. Puis après, on a une sorte de Bourmaltus, on ne sait pas qui c'est, Carbado, à droite, il y a Galvagin qui est Gauvin. Et puis tout en bas à droite, il y a Kay, qui est que le demi-frère d'Arthur. Donc il y a plusieurs personnages arthuriens, mais il n'y a pas Lancelot, ce qui est surprenant. Et puis la reine Guenièvre n'a pas son nom classique. Donc c'est très bizarre. Mais là aussi, donc une représentation très ancienne d'Arthur, avant les premiers textes canoniques. Donc une sorte de mystère archéologique presque, parce que ça montre qu'il y a une popularité très grande de la légende arthurienne, notamment en Italie, qui est pourtant pas la région la plus proche des régions britanniques, avec des personnages reconnaissables, parce que si vous mettez ça dans une archivolte de cathédrale, ça veut dire que les gens vont pouvoir le reconnaître en fait. Si vous mettez Arthur dans votre mosaïque, c'est parce que les gens vont dire « Ah oui, Arthur, je sais qui c'est ». Et pourtant, c'est avant les premiers grands textes qu'on ait gardés. Donc, il y a un mystère sur la diffusion orale, mais qui était clairement assez intense en fait. Alors Wendy, pouvez-vous parler des tapisseries du roi Arthur? Oui, un petit peu, puisqu'il y en a beaucoup, c'est pour ça que je dis un petit peu. Les tapisseries du roi Arthur, c'est plus tard, en fait. Parce que la grande période de la tapisserie médiévale, ça va être plutôt au XVe siècle. À partir du XVe siècle, et puis ensuite époque moderne, XVIIe, XVIIIe, tout ça. Et puis surtout, les tapisseries, c'est difficile à conserver. Donc les tapisseries, s'il y avait des tapisseries plus anciennes, généralement, on ne les a pas gardées. Mais il y a des grandes tapisseries arthuriennes qui sont faites au XVe siècle notamment, et souvent dans des cycles iconographiques, des cycles d'images, autour de ce qu'on appelle la liste des 9 preux. Donc les 9, je l'écris dans le chat.
Les 9 preux, alors on a une spécialiste des 9 preux à UBC, qui est Anne Salamon, qui est dans le même département que moi, qui a fait sa thèse doctorale sur les 9 preux. Mais les 9 preux, c'est une sorte de liste des plus grands héros de la culture médiévale, en fait. Donc des héros masculins. Et donc c'est des grands rois, des grands guerriers. Et il y en a qui viennent de la Bible, comme le roi David, par exemple. Il y en a qui viennent de l'Antiquité gréco-romaine, comme Jules César, comme Alexandre le Grand. Et puis, il y en a qui viennent du Moyen-Âge, et il y a Arthur et Charlemagne, notamment. Et donc, Arthur, il y a souvent des tapisseries des 9 preux avec Arthur dedans. Mais ensuite, à l'époque moderne, au XIXe siècle, il y a des tapisseries très intéressantes d'artistes pré-raphaélites comme Edward Burne-Jones en Angleterre, qui a fait des magnifiques tapisseries qui illustrent la quête du Graal. Il s'inspire de la version de la quête du Graal chez Thomas Malory, justement, avec des très très belles tapisseries qui représentent les épisodes. Donc il y a une tradition de tapisserie arthurienne qui continue après l'époque médiévale, qui est très riche. Mais à l'époque des textes, il n'y a pas vraiment de tapisserie arthurienne. Mais alors, ce qui se passe aussi, en lien avec les tapisseries, donc il y a beaucoup de production d'artefacts arthuriens. Donc il y a des artefacts qui sont des faux, comme cette Excalibur de Richard Cœur de Lion, ou comme la tombe d'Arthur et de Guenièvre à Glastonbury. Mais on fait aussi une sorte de fausse table ronde qui appartient au roi d'Angleterre et qu'on trouve encore aujourd'hui à Winchester, en Angleterre, qu'on peut encore aller voir. Qui est un très beau, un très bel objet qui est pendu à un mur maintenant. C'est juste le plateau de la table qui est conservé et qui pend à un mur. Et puis, on fait aussi beaucoup de... Donc, on parlait de... C'était Liz qui parlait de la fanfiction, mais au Moyen-Âge, surtout à la fin du Moyen-Âge, on fait beaucoup de cosplaying arthurien. Donc, il y a beaucoup, dans les cours aristocratiques, on se déguise en roi Arthur et en chevalier de la table ronde, et en demoiselle et en dame de la table ronde. Et on fait des tournois, et on fait des grandes fêtes, des grandes cérémonies arthuriennes où les gens s'habillent en personnages arthuriens. Et il y a une fascination pour les armoiries arthuriennes, où on invente les armoiries, les armes et les blasons des héros arthuriens, et on fait des livres, des manuscrits d'armoiries, où on représente tous les blasons des personnages. Et en anglais spécifiquement, à la fin du Moyen-Âge, l'expression table round désigne des sortes de tournois, en fait. Quand on organise une table round, c'est donc une table ronde, c'est pour organiser une sorte de tournoi, en fait, un tournoi d'apparat. Donc, il y a tout un, il y a tout un cosplay, tout un aspect fandom autour d'Arthur, surtout à la fin du Moyen-Âge. Et ça, j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a plus vraiment de littérature arthurienne en français à ce moment-là. On continue à lire les textes du 12e, 13e, mais on n'en produit plus beaucoup de nouveaux. Mais alors, on fait des événements arthuriens. Il y a vraiment des événements multimédia arthuriens. Ouais. Alors, Wendy, d'où vient votre fascination et intérêt avec le roi Arthur? Oh boy. C'est une bonne question. Je pense que ça vient vraiment de mon histoire personnelle. Moi, j'ai toujours eu... Bon, quand j'étais petit, j'ai très vite lu, de la fantasy, hein, medieval fantasy, etc. J'ai tout de suite eu une passion. J'étais très geek quand j'étais petit, très nerd. Et je me suis intéressé assez vite aux romans médiévaux, aux romans arthuriens, parce qu'il y avait des collections en France qui étaient pour les enfants, en fait, pour les jeunes, dans la collection Folio Junior. Il y avait des très belles adaptations en français moderne des romans de Chrétien de Troyes, avec des illustrations très belles aussi, des couvertures illustrées par des artistes anglais comme John Howe, Alan Lee, qui étaient des illustrateurs de Tolkien. Et donc en lisant Lord of the Rings, par exemple, et The Hobbit, je passais insensiblement à Chrétien de Troyes, et c'était un peu tout la même chose, en fait. Il y avait cette fascination pour juste des histoires de chevaliers et de dragons, en fait. Et ensuite,
Ensuite, quand j'ai commencé les études de littérature, et j'ai continué à lire des choses comme ça par intérêt, mais des choses grand public, pas de la recherche, et pas en ancien français du tout. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire des études de lettres à l'université, j'étais quelqu'un de sérieux, je voulais travailler sur des choses sérieuses. J'ai même fait une maîtrise sur le XVIIe siècle, etc. Et puis, mais je me rendais compte que je voulais travailler sur des histoires, sur des romans longs, sur des grandes fictions. Mais je ne savais pas sur quoi, peut-être sur Balzac, par exemple, ou sur Proust, ou qui sait. Et en fait, j'avais une professeure de littérature médiévale qui s'appelle Nathalie Coble, professeure à l'École normale supérieure de Paris, qui est une grande médiéviste, à qui je dois à peu près tout. Et en fait, je lui ai expliqué que je voulais travailler sur ces choses-là. Et je lui ai demandé, est-ce que dans le domaine médiéval, il y a des choses à faire là-dessus? Parce que je connais un petit peu les histoires arthuriennes. Et elle m'a dit, il y a plein de choses à faire, Patrick. Et donc, je lui ai dit, parfait. Et donc, je suis revenu à mes histoires arthuriennes parce que c'était un amour que j'avais depuis longtemps, mais qui n'était pas un amour universitaire, un amour érudit, mais qui se combinait vraiment bien avec mes intérêts de recherche sur comment raconter des histoires longues, en fait. Ma thèse de doctorat, elle porte vraiment sur la question de comment est-ce qu'on raconte des histoires très longues, en fait. Et donc, j'ai étudié le cycle Vulgate en particulier parce qu'il est tellement grand. Et comment est-ce qu'on peut lire des choses comme ça? Comment est-ce qu'on peut construire des choses comme ça? Parce que c'est tellement complexe. Donc, c'est vraiment sur des histoires de complexité narrative que j'ai fait mon doctorat. Est-ce que Donc, voilà. Patrick, tu serais prêt à faire 1h30 pour présenter ta thèse de doctorat à tout le monde? Je pense qu'on pourrait se faire une petite session un jour. Ouais, c'est un peu plus sec que ce que je dis aujourd'hui, mais ouais, bien sûr. Non, je peux parler de ce genre de choses parce que c'est des questions qui s'appliquent à plein d'autres choses. Ouais. Oui, je sais de quoi je parle un petit peu. Je sais un petit peu de quoi je parle, à force, mais ouais. À Wendy, vous posez toutes les questions personnelles. Je suis français par ma mère, mais je suis britannique par mon père. Mon père en fait, il était britannique d'origine irlandaise. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté de background familial qui explique mon amour d'Arthur parce que j'ai de la famille irlandaise, britannique, française, etc. Et donc, l'idée d'une littérature qui a été élaborée des deux côtés de la Manche, je pense que ça m'a toujours plu. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis arrivé au Canada finalement. Voilà, c'est mon côté bilingue anglais-français. Mais ouais, il y a une fascination pour ces aspects-là franco-anglais en fait, qui explique un peu les choses aussi. Voilà. Je suis canadien aussi, depuis moins d'1 an. Je suis officiellement canadien. Non, c'est pas du tout trop personnel, Wendy, ne vous inquiétez pas. Je plaisantais, ça ne me dérange pas du tout de répondre. Et je pense que c'est le moment de te remercier encore une fois pour nous avoir accordé tout ce temps et d'avoir voilà, pris ce temps pour nous et pour nous expliquer en 1h30 plus des petits extraits de ce que tu étudies depuis des années. Donc, je vois qu'on a encore des gens qui sont là. Donc, je pense qu'on pourrait rester encore 3 heures. On sera encore comme ça, comme Lise, passionnée. C'est vraiment Donc, gentil. voilà, un grand merci encore une fois et merci, merci au Centre de la francophonie du BC avec qui on a pu monter ce partenariat et tous les professeurs qui ont accepté de donner de leur temps comme ça pour vous et pour nous. Et je rappelle que donc on va mettre en ligne la conférence d'aujourd'hui. Je pourrais vous partager le lien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager aussi et puis à poser d'autres questions dans les commentaires et à suivre le travail de Patrick ou à vous inscrire à UBC pour des cours ou à l'Alliance aussi si vous voulez accéder à notre médiathèque. Je vais essayer de m'assurer qu'on ait plus de littérature arthurienne à la médiathèque de l'Alliance. Donc encore une fois, je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avoir été présent jusqu'au bout. Merci encore Patrick. Merci beaucoup Fanny, merci tout le monde, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir, bonne nuit.